Bon, il est 19 heures, on commence le conseil ce soir. Les gens montent et arrivent, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Donc bonsoir à tous, et donc on va commencer ce conseil. Je vais vous passer juste les procurations en liste, 30 secondes, voilà. Donc il y a Jean-Marc Leroy qui m'a donné la procuration. Il y a Caroline Escande qui a donné la procuration à Gaëtan. Emmanuel Bécheron à Mathilde et Christian Ducamp à Cathy. Voilà. Je vous passe la feuille d'émargement pour la signature. Voilà. Très bien. Bon, donc bonsoir à tous, bonsoir au public qui vient de s'installer et à ceux qui éventuellement nous suivent sur Internet. Quentin est nommé comme secrétaire de séance et le quorum étant atteint, on peut commencer notre conseil municipal du 27 septembre 2025. On est réunis pour ce conseil municipal de rentrée après une saison estivale qui, je l'espère, fut bonne et enrichissante pour chacun d'entre vous. Après une saison intense et sans histoire majeure, ce dont nous pouvons nous féliciter. Merci d'ailleurs à la PM, aux services de sécurité privés, nos gendarmeries, nos pompiers et nos nageurs, sauveteurs. On va rentrer dans une période de construction budgétaire pour 2026, puisqu'on va en parler dans les prochains conseils. Comme chaque année, l'été a été marqué par de nombreux événements et projets qui ont dynamisé notre ville et renforcé le lien social entre nos habitants. Et les festivités estivales, qu'il s'agisse des marchés locaux, des concerts en plein air, d'animations variées ou encore des initiatives sportives ont été un véritable succès grâce à l'implication de nos associations, entre autres, et à la participation active de nos citoyens. Je tiens à me féliciter et à remercier l'ensemble de ces personnes qui ont contribué à la réussite de ces événements cet été. Cette période a également été l'occasion de nous préparer aux nombreux défis qui nous attendent d'ici la fin de l'année, puisqu'on va travailler très prochainement sur les budgets et construire le budget pour 2026. Et je suis convaincu que grâce à notre détermination et nous réussirons à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Et je voulais vous remercier d'être aussi présents ce soir. On va passer à notre conseil, mais avant d'aborder l'ordre du jour, nous devons voter le compte-rendu du conseil précédent. Est-ce que vous avez des remarques? Non, j'ai les présents, j'ai noté. C'est pas obligatoire de mettre les présents, donc je coche à chaque fois. Est-ce que sur le conseil du mois de juin, vous avez des remarques ou des réflexions à faire? Oui, vous avez, juste avant, vous avez abordé le bilan de la saison. Il y avait une réunion bilan qui était programmée, elle a été annulée, il y a une raison particulière? La raison est la plus simple, c'est qu'aujourd'hui, compte tenu de la période électorale, comme tu dois le savoir qu'à partir du 1er septembre, il était conseillé de faire des choses qui n'étaient pas... Alors, on avait l'habitude de la faire chaque année. Hein. Donc on aurait pu la faire. Habituelle, elle pouvait être maintenue. Hein. On aurait pu la maintenir, mais j'ai considéré que c'était un sujet qui n'était pas... puisqu'on ne pouvait pas parler d'après, faire un bilan, c'est ce que je viens de faire très rapidement, c'est ce qu'on aurait fait, donc c'est la raison pour laquelle ça a été annulé. D'accord. Sur le compte-rendu précédent, on a eu un long débat là, sur le service urbanisme lié à des suppressions de postes. On voulait savoir comment il s'est passé 3 mois et demi depuis le dernier conseil. Est-ce que vous pouvez nous faire juste un point du service urbanisme pour savoir où on en est? Parce qu'on a de police de l'urbanisme à faire, il y a pas mal de sujets, et je pense que les gens ont besoin peut-être de savoir où en est le service. Merci beaucoup. Merci pour cette question, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Le service urbanisme est toujours pareil, puisque nous avons toujours les personnes qui sont arrêtées. On a par contre, normalement, la semaine prochaine, une des personnes qui était en charge du service qui devrait rentrer. Donc on va voir dans quelles conditions il rentre en termes de travail et de voir quelles choses vont être affectées pour lui. Ce qui est sûr et certain, c'est que l'ensemble des dossiers, c'est-à-dire permis, DP, PC et autres, sortent normalement. La preuve, on a fait une commission ce matin sur le sujet et ça s'est bien passé. Il n'y avait pas beaucoup de dossiers cette fois-là. Et ce n'était pas toujours très intéressant puisqu'on a de moins en moins de dossiers à instruire compte tenu de la situation des ventes et des achats des projets.
Donc voilà, on a beaucoup moins de dossiers qu'auparavant, ça c'est sûr. Et parallèlement à ça, on attend que le responsable de service rentre la semaine prochaine et voir comment on va s'organiser, principalement pour tout ce qui est les problématiques. Et tu faisais état de la police de l'Urba, sur lequel il faut qu'on se penche, parce qu'on sait qu'on a 5 mois de délai par rapport à ces choses-là. Et donc voilà. Parce que depuis plus d'un an, il n'y a personne pour faire la police de Alors, l'urbanisme. il y a Or, eu- tout ce qui est... Il y a eu des choses qui ont été faites Voilà. en Dès corrélation. qu'il y a un achèvement de travaux, il doit être vérifié sous 5 mois. Alors, si elle est demandée, hein. Pas l'obligatoire, de toute façon. Non, oui, d'accord. Le contrôle est obligatoire. Le contrôle est obligatoire, mais ceci étant, il faut qu'elles soient aussi demandées par le pétitionnaire. Au demeurant, Il faut il y a qu'il eu des fasse choses. l'acte comme quoi il a fini Voilà. le chantier. Au demeurant, il y a des choses qui ont été faites, qui ont été instruites par un policier municipal, accompagné d'un instructeur policier. Donc il y a des choses qui ont été encore probants et faites, même encore la semaine dernière. Donc, voilà. Bon, on passe au vote, si vous en êtes d'accord. Sur le dernier conseil, est-ce que vous avez donc d'autres remarques? Donc, qui est pour? Très bien. Donc, on va passer au point de notre conseil de ce soir. Point finance, qui va être fait par Édouard sur le premier point, qui est la cession d'une balayeuse ramasseuse. Oui, alors une ancienne balayeuse. C'est pas très poétique, c'est vrai, mais enfin bon, c'est la vie de tous les jours, malheureusement. Donc vous l'avez vu, il y a une ancienne balayeuse qui date de 2017, pardon, qui arrive en fin de vie, et donc il a été décidé de la remplacer, et donc l'Assemblée délibérante est invitée à autoriser Monsieur le maire à la cession de ce véhicule. Il y a une offre qui avait été acceptée par une société pour la somme de 15 000 €. Est-ce qu'il y a des interventions là-dessus? On va donc passer au vote. Donc, qui est pour cette session? Très bien, merci. Point numéro 2, donc autorisation de programme et crédit de paiement sur le budget principal. Donc, dans l'optique de pouvoir acter des marchés en cours de consultation ou en phase préparatoire, il est nécessaire de créer une nouvelle APCP qui sera dédiée à l'écoquartier de Sortes. Donc, mandat à la SATEL pour la conduite des études préalables de la création de l'écoquartier. Donc, c'est une étude qui s'élève à 46 920 € TTC. Il y a diverses études préalables qui seront également comprises là-dedans pour un budget de 234 000 €, des levées topographiques, des études au sol, urbaines, environnementales, et bien sûr, ces études, elles vont s'échelonner dans le temps. Donc, il est proposé de constituer une autorisation de programme de 300 000 € qui s'étalera donc de 2025 à 2026. Okay. Est-ce qu'il y a des interventions? Maëlle? Oui, par rapport à ça, par rapport à l'écoquartier, j'ai vu que dans la liste qui était mentionnée, il y avait entre autres études urbaines. Bon, elle a déjà été faite. Peu importe. Ma question, c'est, premièrement, au départ, on avait estimé 234 000. A priori, d'après ce que j'ai compris, là, on serait à 280 estimé. Et on met au budget 300. Et tu l'as dit, pour des aléas. Et c'est quoi le type d'aléa, en fait, qui pourrait encore faire monter la note? Il peut peut-être y avoir des études supplémentaires que, suite aux premières études, on nous demande de refaire. Donc, c'est pour ça. Je pense que ça a été une petite marge de manœuvre pour se donner la possibilité au cas où. Ça rejoint une autre question. Est-ce qu'on a d'ores et déjà, donc par rapport à ces 300 000, est-ce qu'il serait possible d'avoir le détail, en fait, de ce qui a été déjà dépensé? De ce qu'ils vont, parce que là, on a juste entre parenthèses études environnementales, études urbaines, et sachant que l'étude urbaine, alors tout dépend ce qu'on entend par là, mais a priori, l'étude urbaine, elle a déjà été faite. Et du coup, est-ce qu'il serait possible d'avoir un détail? Il n'y a pas de problème. Pas de problème pour envoyer la décomposition des 300 000, c'est ça? Oui, pendant la commission urbaine, on pourra complètement le détailler. Ouais, voir pas de problème par rapport à ça. Et je m'interrogeais par rapport au choix de la SATEL. Est-ce qu'on a comparé avec d'autres sociétés d'aménagement? Oui. Il y a eu un appel. Il y a eu un appel d'offres qui a été fait. Hein. Il y avait un appel d'offres. Ah oui. D'accord, non, mais c'est une question. C'est une question. C'est pas un choix délibéré d'aller sur la SATEL automatiquement. Ça aurait pu. Non, mais vu que c'est souvent eux. Oui, c'est souvent eux parce qu'ils ont l'habitude. Ils ont l'habitude et ce sont des vrais professionnels. Au même titre que la programmation qui a été faite par quelqu'un qui est
spécialisée. Oui. Donc, L'étude urbaine, la fameuse étude voilà, la urbaine. fameuse étude urbaine faite par Pablo. Donc oui, mais celle-ci, on aurait pu donc nous dire aussi pourquoi lui. Donc non, non, ça, il y a eu un appel d'offres. Et après, ma dernière réflexion par rapport à ce sujet-là, c'est toujours la même, je l'ai déjà dit. C'est-à-dire que là, on en est à 300 000. Alors, je l'espère, hein, j'espère pas le contraire, mais on n'a toujours pas la certitude au niveau réglementaire. On est toujours en zone naturelle. Pourquoi on n'attend pas? Alors, Est-ce qu'il y a une urgence? Ça pourrait être, alors je sais qu'il y a le ZAN, etc., mais est-ce qu'il y a une urgence? Moi, j'espère pas, hein, qu'on vive la même chose qu'avec la ZAC, mais on n'a toujours pas aujourd'hui la certitude qu'un jour on puisse faire quelque chose. Et on engage déjà de l'argent. alors Ce qu'avaient fait nos prédécesseurs. non, et- la différence, c'est qu'on engage de l'argent sur quelque chose. Bien entendu, on essaye de faire une prévision en se disant que ça va tourner. En ce qui concerne, on n'est déjà pas propriétaire, donc on a cette difficulté-là. Hein, on en est tout à fait conscient. La deuxième, c'est qu'au niveau au niveau du PLUI, pour modifier, il faut qu'on passe dans une modification et tu sais comment ça se passe. Une révision. Et une révision. Tu sais comment ça se passe, c'est un peu long. Mais on essaye de prendre de l'avance et de se dire qu'à un moment ou à un autre, cet endroit-là, puisque par rapport aux ânes, c'est la seule problématique, c'est le seul endroit où nous pourrions encore construire, on prend pas le risque, mais on prend l'initiative d'être un peu en amont pour être prêt au moment venu. Mais prendre de l'avance par rapport au fait de travailler sur le sujet, ou effectivement, ce qu'on a fait avec Pablo, d'engager des études, etc. Mais là, on engage de l'argent. Là, on engage 300 000. On prend Alors, un risque. Non, Qui est calculé. c'est pas parce qu'on a marqué On prend les un 300 risque. Non, c'est pas parce qu'on a marqué les 300 000 qu'on va les dépenser, déjà, D'accord. puisque c'est une APCP. La C'est deuxième, vrai. c'est qu'en fait, on se dit qu'éventuellement, on pourrait aller préparer le terrain, je dis bien le terrain, la globalité du projet, et le faire, le moment venu. Après, ce projet-là, comme on l'a dit en séance la dernière fois au Trinquet, c'est un projet. Il peut aussi ne pas se faire. C'est ça. Donc, on prend le risque, éventuellement, de se dire, compte tenu du fait que, avec le ZAN qui arrive, étant donné que c'est la seule zone qui est encore possible de changer et de construire, on prend ce risque-là. Mais il n'est pas question de dépenser les 300 000 si on se rend compte qu'on ne le fait pas. Je veux dire, c'est pas une obligation. Parfait. Merci. Excusez-moi, monsieur le maire, je ne comprends pas. Si on ne fait pas quoi? Parce que là, c'est des études Non, mais à 300 000. on est d'accord, les 300 000, L'écoquartier. c'est une étude pour déboucher sur un écoquartier. Voilà. Mais entre-temps, en ce moment, il y a des discussions qui sont menées pour cette partie-là, et il va y avoir des discussions ensuite qui vont être menées pour savoir si on peut acquérir les terrains. Et en fait, on fait un APCP pour des études, mais on ne fait pas un APCP pour l'écoquartier. Ah non, pour mais les études de on l'écoquartier. fait des études de l'écoquartier, on ne fait pas Oui, des études bah, pour le... l'APCP, il aurait du sens s'il prenait l'ensemble de l'opération. Aujourd'hui, Non, pas pour on l'instant, est tu peux vraiment pas te sur permettre. des études. Tu Moi, peux j'y pas vois te que- permettre. J'y vois qu'un effet d'annonce, en fait. Non, pas du tout. Mais bon, ça c'est... Et on mais parle de l'écoquartier avant les élections. Chacun, oui, oui. Alors, j'aimerais bien juste une chose et mettre les choses au clair. OK? On est en fin de mandat, très bien. Il y a pas de... Attends, 30 secondes, je te laisserai la parole ensuite. On est en fin de mandat, très bien, il n'y a pas de souci. Dans 6 mois, il y a des élections, les gens décideront ce qu'ils voudront. On n'est pas là pour ça. Je pense qu'il y a une chose, notre rôle, c'est d'aller jusqu'au fin du mandat et de faire les choses comme on le souhaite et comme on pourrait le faire. Après, chacun fera ce qu'il voudra. Que ce soit les uns, les autres, c'est pas un souci, ça. Mais enfin, D'accord? vous Il n'y a pas n'empêcherez pas quand d'annonce, même- il n'y a pas d'effet d'annonce. Il n'y a pas d'effet d'annonce. vous n'empêcherez pas quand même de me faire... enfin, Mais vous je dirais t'empêcherai quand pas même de penser, bien entendu. non, mais déjà de le penser, et puis de voir la succession d'annonces qui est faite ces derniers mois, que ce soit pour le Sporting, que ce soit pour l'écoquartier ou autre. On a quand même beaucoup de réunions qui se sont succédées avant le 1er septembre. C'est très bien, mais on précipite beaucoup les choses, mais ça demande peut-être un peu de maturité. L'exemple du Sporting en est un. Il faut absolument signer un AMI, quelque chose, en janvier 2026, 2 mois avant les élections, pour laisser à un privé la gestion du Sporting. Alors on sait qu'on va en discuter lundi, mais la réalité, c'est que Ok, alors, je Monsieur trouve qu'on Barberis. précipite beaucoup les choses parce qu'on est avant les élections. Voilà. Et je pense Je pense qu'il que est important l'écoquartier, d'avoir ça une date gestion pas raisonnée. d'hier. C'est depuis le début du mandat qu'on en parle de l'écoquartier. Ah bah oui, bah il était temps Bah, d'agir, c'est réfléchissez bien. bien. On est à la C'est fin pas du mandat, d'hier. c'est bien. Et Vous c'est avez pas mis parce que 6 les ans pour élections faire un arrivent, APCP c'est sur une tout. étude. Bah bien sûr, vous avez mis 6 ans pour faire une étude. Super. Juste une chose, il y avait peut-être d'autres priorités. très bien. Bon, on peut se reconcentrer sur le point donc, de l'écoquartier et sur cette délibération sur laquelle on doit voter. Donc, qui est pour? Qui est contre?
Et qui s'abstient? 3 abstentions. 4. Oui, enfin 3 puisque vous êtes présents. Ok, on passe au point numéro 3 qui est la décision modificative sur le budget principal numéro 3. Enfin, le budget modificatif Ouais, c'est numéro le- 3, pardon. C'est la troisième décision modificative. Il y a un certain nombre d'ajustements à la fois sur la partie fonctionnement et investissement. Bon, je ne vais pas tous les énumérer, mais je rappellerai simplement qu'il y a des aléas, notamment sur les surcoûts des primes d'assurance. Il y a beaucoup de collectivités qui ont du mal à se faire assurer. Nous, ce n'est pas le cas, mais en revanche, on a des primes qui ont évolué. Mais c'est également le cas pour les particuliers, donc c'est un sujet beaucoup plus large. L'augmentation aussi de la subvention CCAS suite à des modifications de quotité horaire et de mise à disposition du personnel entre la commune et le CCAS. Différentes dépenses qui ont bougé. Et puis un point que je voulais signaler que vous n'avez pas eu dans les documents, c'est sur les subventions aux manifestations, puisque entre-temps on a reçu le bilan de l'association Les Marinières du CHR. Et donc, on a rajouté du coup le versement de cette subvention de manifestation pour 1 000 €. Elle était prévue, on attendait la réception de ce dossier et donc on n'avait pas pu le retranscrire lors de la commission générale. Voilà, je ne vais pas détailler le reste, mais s'il y a des interventions, ouais, les 1 000 € n'y étaient pas. S'il y a des... Oui, dans celle que l'on va voter, mais initialement, elle n'y était pas. Voilà. Très bien. Oui? Oui, d'ailleurs, j'avais une question, je suis désolée par avance, mais c'est toujours un peu nébuleux entre Max et la commune. C'est sur dans les dépenses d'investissement. Il y a, alors attends, je l'ai sous les yeux, remboursement. Non, évidemment, ce n'est pas celui-là. C'est le passage où où on parle de la canalisation entre le lac et l'océan. Oui. Et on parle de travaux de remise en état de la voirie. Alors, j'ai vu qu'il y avait des points où, en fait, la commune, on le voit plus loin dans les documents, la commune paye et après, le max reverse. Mais je n'ai pas trouvé sur ce point-là. Du coup, ma question, elle est sur ces fameux travaux de remise en état de la voirie après donc, la canalisation. Qui paye? Est-ce que c'est Max? Est-ce que c'est la commune? Est-ce que c'est la commune, mais Max rembourse? Parce que vu que la compétence, on le sait depuis le temps, voirie, c'est Max. Ma question, c'est ces fameux travaux de remise en état. Dans les documents, il y a écrit qu'on les payait, commune, j'entends. Est-ce que c'est nous qui payons? Non, ils sont payés pas clair, en fait. Ils sont payés par Max, mais là où tu avais très bien compris, c'est que sur la canalisation, on a consenti une avance de trésorerie en fait sur ces travaux-là. Et ils seront remboursés en fin d'année. Mais là, je ne parle pas de la canalisation, je parle des travaux de remise en état de la voirie. Ça, c'est Max. C'est Max aussi qui est payé. D'accord. Eh ben, c'est parfait. Merci. Oui? Justement sur ces travaux-là, ce qui est marqué dans le document, le refoulement du sable vers les plages océanes après les ensablements, l'opération globale était de 530 000 € hors taxe, TTC, pardon, dont un marché de travaux de 317 000 €, un budget primitif qui avait inscrit 180 000. Et donc là, aujourd'hui, on rajoute 350 000. Oui. Dû à quoi? Dû à un changement dans la manière d'opérer, puisqu'on n'avait pas prévu, si je ne dis pas de bêtises, sur les groupes électrogènes, c'est ça, et dans la manière Et le cubage. Et le cubage De aussi. 10 à 15 000. Et donc là, c'est de l'investissement, les travaux sont déjà faits. Non, Non, ça va faut que tu démarrer ailles là. sur le lac, tu verras, c'est en train de s'installer. La première mise en place, mais La mise en place est actuelle. Comment? Ça ne concerne pas la canalisation, ça ne concerne pas tout ça. Non, la canalisation, ça a été fait, on l'a voté. C'est pas un rajout lié à ça. non, c'est sur la phase après. En fait, Non, c'est sur la qui partie démarrera d'exploitation. en octobre. Ouais. En ce qui concerne le lac, et en fait, la partie qui sera retirée par le lac, enfin, du sable dans le lac, c'est en train de se mettre en place. Et si vous passez le long du lac, vous voyez les barges et les différents matériaux qui se trouvent sur les plages et qui va être mis et qui va être opérationnel pas avant le 6 octobre, compte tenu des marées qui sont faibles et donc qui pourraient abîmer les fameuses Et pourquoi on n'a pas pu prévoir ça avant, alors, du coup, Comment? en écriture? Pourquoi ça n'a pas été inscrit avant en écriture? Parce que le marché est passé là. Le marché a été donné il n'y a pas très longtemps. Hein, donc, Enfin, on passe de 180 000 à... de toutes les manières, c'est pas nous qui... Enfin, on rajoute 350 c'est pas 000. nous qui payons en plus. Hein. Non?
Mais à nous l'époque où on rembourse. avait fait le budget, en fait, on n'était pas parti sur cette méthode-là. Ouais, Et elle on a avait une évolué, méthodologie qui était dans le temps. différente. Voilà, après, la différence, quoi qu'il arrive, en ce qui concerne l'extraction, est pris à 100% par max. Non, mais que ce soit pris à 100% par max, on a déjà débattu de ça. Mais en termes Oui. d'écriture, voilà, on court un peu derrière le temps, j'ai l'impression. Mais on fera un conseil plus régulier, ce serait mieux. Un Tous conseil les par 3 mois, un forcément, conseil par c'est trimestre. forcément un par trimestre. Un Oui, je sais, conseil par trimestre. c'est ce qu'on fait dans les petits villages. Oui, mais on est un petit village. Dans les communes un peu plus importantes, on est Ouais, tous les mois. très Mais bien. bon, je dis Bon. ça, Oui, c'est ça voilà, qui dit c'est rien. comme ça que vous voyez Ok. la commune. Pas de problème. Je peux juste intervenir. Oui. Dans les décisions du maire à la fin, Ah, c'est pas la même chose. Les décisions du maire, on les verra à la fin. j'entends bien, mais à la fin, on n'aura peut-être pas l'occasion d'en Si, débattre, si, puisque on c'est- aurait- si, c'est si. une décision du maire. Je vois que donc pour l'année, il y a un frais de fonctionnement, on va arriver donc à 400 000 euros TTC. Vous confirmez bien cette somme. Alors, c'est quelle décision déjà? De retenir l'offre du groupement conjoint curage-dragage pour l'ensemble du marché Laquelle? pour montant Laquelle global. décision? Laquelle? C'est la décision du maire, marché pour les travaux de rechargement hydraulique en salle des plages du littoral. Donc on arrive à 408 000 TTC par an. Et rappelez-vous, quand, Non, on mais avait pas par an. quand on a vu ce débat, on avait parlé effectivement de ce que coûtait le bypass avec le rechargement également des plages de Cabreton. J'avais annoncé le chiffre de 500 000 euros de fonctionnement par an. On n'est plus très loin, sauf que nous, on est à 400 000 pour 10 000 m3 annoncés. Donc 15 000 mètres cubes. D'accord. 15 000 mètres cubes, et en plus, ça c'est pour cette année. Et après, les prochaines campagnes seront, bien entendu, pour ceux qui la feront, feront un état d'un appel d'offres, une manière de gratter ou d'aspirer, et on verra quelle sera la meilleure et au moindre coût. Oui? Désolé, monsieur le maire. pour Non, la non, mais c'est parole. pas... Enfin, C'est allez-y, que moi... non, juste. Ça en termes de correspond à ça ou fonctionnement- pas? Si c'est autre Oui, chose. oui, bien sûr, c'est pour le fonctionnement du dragage. C'est pour. Donc, en termes de sécurité, ce sont des agents municipaux, c'est une société privée. Comment ça se passe sur la sécurité du dragage autour Non, de ça? mais... Non, mais alors- parce que vous savez qu'il y a les charges de personnel, on a dit qu'on répercutait tout à max notamment, donc l'ensemble des charges, y compris des études, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, on aura l'évaluation de ça, notamment à l'euro il y a près? une maîtrise d'œuvre qui a été donnée. Donc voilà, la première des choses, c'est que cette société, la société qui a été retenue, s'occupe de l'ensemble, puisque c'est la même société qui a été retenue en même temps, que ce soit pour le dragage comme pour l'aspiration. Et cette société-là s'occupe de la sécurité, puisqu'il y a des bouées qui vont être mises, et il n'y a pas de personnel communal qui est mis à disposition. Au rejet, il n'y a pas besoin. Non, il n'y a pas besoin, non. D'accord. C'est l'entreprise qui va Non, il n'y s'en a pas de occuper. sécurité, oui, ils assurent leur propre sécurité, il n'y a pas de Ouais. problème. Non, non. Donc on Tout est pourra dans refacturer à l'euro près ce que ça coûte, y compris les frais en interne, si les Éventuellement, par les voilà. agents et tout. Si besoin est. Mais il faut, normalement, Il faut que ça soit le cas. Si mais jamais- la maîtrise d'œuvre prend l'ensemble des choses, y compris pour la sécurité. Les bouées vont être mises là, dès que ça sera fini, dès que les barges seront installées. Et pareil pour l'extraction. Bien, on va quand même passer au vote. Donc, qui est pour la DM, numéro 3, qui s'abstient et qui est contre? Personne. On va passer, merci, on va donc passer au point suivant qui est... alors, je vous fais passer la fiche qu'il faut signer et voilà, pour les DM. On va passer sur ce sujet qui est un sujet important puisqu'on parle du programme d'action dans le cadre de la stratégie locale de gestion de la bande côtière. Et en fait, souvenez-vous, nous avons fait cette réunion obligatoire qui nous avait été proposée suite à un Cap-Breton l'année dernière. On l'a fait cette année, le 11 septembre, au Trinquet. Et on reprend donc exactement les éléments. Donc, selon l'Observatoire de la côte de Nouvelle-Aquitaine, on a à peu près 1,7 mètre de recul de trait de côte qui est enregistré chaque année dans les Landes. Et donc, face à ce phénomène d'érosion qui était préoccupant, les collectivités de Cap-Breton, l'Aben et nous-mêmes, ainsi que la communauté commune de Max, se sont unis dans la stratégie locale de gestion de la bande côtière, la SLGBC. À ce titre, cette année, c'était à notre tour d'accueillir cette fameuse soirée d'information et d'échange pour expliquer comment ça allait se dérouler. Le but, donc, c'était d'expliquer quelle est la stratégie et ses applications concrètes sur les 3 communes, avec l'aide de Max et en collaboration avec les services de l'État comme le GIP Littoral,
l'Observatoire de la Nouvelle-Aquitaine et un programme d'action qui est élaboré entre 2023 et 2027. Donc il va s'articuler autour des aléas climatiques, de la communication et de la culture du risque, du suivi de l'évolution du littoral, d'une éventuelle gestion de crise, du rechargement sédimentaire des plages ou encore l'entretien des ouvrages de protection. 3 objectifs sont à atteindre: limiter le recul du trait de côte avec la poursuite d'actions de lutte contre active avec par exemple ce rechargement des plages et la préservation de notre dune, entretenir les ouvrages de défense sur les secteurs les plus urbains sans artificialiser davantage, et enfin réduire la vulnérabilité des biens présents le long de la frange littorale. Alors il y a des choses qui sont un peu plus concrètes chez nous que sur d'autres. Face à ce constat, il apparaît donc nécessaire, dans le cadre de la stratégie, de signer une convention ayant pour objet de définir les conditions et les modalités de versement de la contribution financière des communes de Cap-Breton, de Sorts et de la communauté de communes à l'UPA pour la réalisation des projets et de recherche portant sur l'étude d'impact des vagues de tempête. Les 3 collectivités, et je dis bien les 3 collectivités, il y avait une question qui m'avait été posée lors de la commission générale où on avait imaginé que c'était la Benne, mais en fait non, c'est bien la communauté de communes. Donc Cap-Breton, nous-mêmes et la communauté de communes s'engagent à verser donc à l'UPA une subvention pour l'exécution de ce projet de recherche portant sur l'étude de l'impact des vagues de tempête sur les ouvrages de défense qui sont situés en front de mer, qui est à hauteur de 167 000 €, soit une aide financière de 56 666,68 par collectivité, et cela réparti sur 3 ans. Donc, je vous demande de me laisser voter cette convention avec cette stratégie, et ce programme pour la défense de notre trait de côte, de nos ouvrages en fond de mer, et de mieux comprendre la nature pour essayer de mieux la combattre et l'appréhender. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cela? Bien, eh bien, on va passer au vote. Donc, qui est pour? Merci. On passe au point numéro 5, qui est la contribution de la commune en faveur du EPFL, et c'est Édouard qui va vous expliquer. Oui, donc à la suite du dernier conseil communautaire approuvant la convention type entre Max et chaque commune membre ayant pour objet de fixer le montant de la contribution communautaire à l'établissement public local Landes Foncier et celui de chaque commune membre de Max, il convient d'approuver la conclusion de cette convention entre Max et chaque commune. Donc pour 2025, cette contribution s'élève à 45 564 €. Vous avez le détail du calcul. Concrètement, la contribution elle se calcule à partir de la moyenne des droits de mutation sur les 3 dernières années, donc c'est-à-dire entre 2022 et 2024. Pour la participation Max, c'est 8% de cette moyenne, et la participation communale, c'est 1/3. Et puis je rappelle juste le PFL, donc c'est ce qui nous permet de porter des achats immobiliers. C'était le cas notamment lorsqu'on avait acheté la maison Bonhomme. Est-ce qu'il y a des remarques là-dessus? Ouais, Maëlle. Merci Édouard. Parce que justement, ma question c'est où en est-on de la vente de la maison Bonhomme? Elle n'est pas vendue et elle restera dans le patrimoine. Donc ce n'est plus un projet de la vendre? Pour l'instant, non. D'accord. Alors, quelles seront les conséquences pour la ferme de Biel? Ah oui. Pour l'instant, alors, je pense que la ferme de Biel, tu es au courant quand même du sujet. Oui, oui, oui. Non, Ouais. mais puisqu'on... Donc, pour l'instant, la ferme... Alors, enfin, je vais répéter ce que tu as vu, toi, en commission, mais tu aurais pu au moins le dire, c'est la même chose. En fait, la ferme de Biel, on a eu des réunions fréquentes sur le sujet, et on s'est rendu compte que la ferme de Biel, aujourd'hui, elle avait déjà des premières choses à régler pour éviter qu'elle tombe. Le bois, et ainsi de suite. Enfin, il y a des attaques de petites bêtes à l'intérieur qui font que la ferme de Biel est en réel... ouais, non pas en péril, mais en réelle difficulté. Donc, il y a des travaux de mise en œuvre qui sont faits actuellement, qui vont être mis en œuvre actuellement, pour au moins sauver le patrimoine et sauver la boutique. Et ensuite, on attend la conclusion de l'archi et du budget total pour savoir comment ça peut se faire. Et là, de nouveau, la maison Bonhomme sera mise en vente. Pour l'instant, elle a été retirée de la vente, puisque ça ne servait à rien. Et les offres qui étaient en face étaient relativement bonnes.
Mais compte tenu de la situation, et je pense que vous en êtes tous conscients, qu'aujourd'hui l'immobilier va pas très bien, on a préféré retirer le temps 2. Ça nous laisse le temps de finir je dirais les devis et ainsi de suite concernant la réfection totale et de voir en face comment on va pouvoir le payer et si on peut le payer en partie avec la vente de cette maison. Mais du coup, en termes de budget, comment ça se passe dans ces cas-là? Parce que je ne suis pas allée vérifier, mais j'imagine, Edouard, qu'à un moment, parce que je me souviens d'un des tout premiers conseils en 2020 où je t'avais interpellé en te disant il y a une ligne concernant une vente, mais c'était pour la Coûte à l'époque. Oui. Et là, est-ce que dans le budget, on avait noté cette vente et comment ça se passe dans ces cas-là si on décide de Oui, plus, tout à fait. Il y avait une recette attendue. Alors, en face, sur Biel, vous vous en souvenez, les dépenses étaient uniquement des études sur cette année, donc il n'y aura pas de financement en face. Mais effectivement, cette recette qui était prévue, si la vente ne se fait pas, elle n'aura pas eu. Mais c'était déjà le cas sur le budget précédent. Si vous vous en souvenez, on l'avait mis également. De mémoire, nous avions aussi validé une convention d'utilisation avec une association. Oui. Donc tout ça est autant repoussé. On ne sait pas du tout. Je pense qu'il n'est pas raisonnable de mettre l'association dans un établissement. C'est ce qu'on avait dit lors du conseil. On avait dit de faire la convention avant les travaux. Mais parce qu'on avait l'opportunité d'avoir cette association qui jouait le jeu par rapport à nos... Il y avait un appel à projet là-dessus. Oui, absolument. Oui. Donc c'est un appel à projet qui a été lancé par la mairie, alors que pour le coup, en travaux, on ne sait pas du tout ce qu'on fait là-dessus. Oui, de dire que ça allait attendre les travaux, mais ça peut être repoussé d'autant. Tout était noté dans l'appel à projet, tout avait été notifié. Il y avait les clauses dans l'appel à projet. Non, mais que les gens sachent que c'était pas une utilisation immédiate, mais voilà, c'est faire les travaux et après pouvoir l'utiliser, ça semblait plus logique de le faire dans ce sens que dans l'autre. C'est ce que je vous avais dit au moment du conseil. Mais les travaux étaient liés aussi par rapport à la destination. À l'usage. Oui, mais aujourd'hui, est-ce qu'on a un chiffrage parce que ça fait plus d'un an qu'on a signé. On a encore une réunion la semaine prochaine. Parce qu'on ne sait toujours pas combien ça peut coûter. C'est encore, mais il a dit, on attend encore les devis, etc. Cathy fait partie de la commission, je pense qu'elle est aussi. C'est encore en cours. Oui. Juste une question à Edouard qui va nous expliquer ça clairement, comme il sait le faire en excellent trésorier. Pas autant que toi, Henri, mais vas-y, je t'en prie. Quand on regarde au niveau des communes, donc effectivement la répartition, on se rend compte finalement que sur Saussegor, nous sommes en tête dans notre participation à max. Ça ne change pas, à 45 500 €. Les grosses communes qui ont bien plus d'habitants que nous, Cabreton, va reverser beaucoup moins. Je ne parle même pas de Souston ni de Tyros. Explication simple. Je pensais avoir été clair là-dessus. En fait, comment se calcule cette cotisation, cher Henri? C'est la moyenne ça a été expliqué, des droits de mutation. Donc, si notre commune contribue le plus, ça veut dire que nos droits de mutation sont supérieurs aux autres communes, tout simplement. D'accord, en sachant qu'en droit de mutation, quand même, Cabreton est devant nous et Seignos également. Nous arrivons qu'en 3e position. Sur la moyenne des 3 dernières années? C'est la moyenne des 3 dernières années. Bon, donc, vérifie faut vérifier. Et on en reparlera. D'accord. On va regarder, juste, moi j'ai les chiffres aussi qui sont là, pareil à toi, pareil. Donc tu as Cap-Breton à 1,7 million et Sortosgore à 1,7 million. 1,705 million pour Cap-Breton, 1,708 million en ce qui nous concerne. Voilà. Seignos, 1,38 million. Donc c'est à peu près la même chose. Très bien, on va passer au vote. Donc, qui est pour cette convention? Très bien, merci. On passe maintenant à l'approbation du schéma directeur d'assainissement des eaux pluviales et du zonage d'assainissement pluvial qui va être expliqué par Alain. Merci, monsieur le maire. Pardon. Le conseil municipal a mis en route une étude de schéma directeur d'assainissement des eaux pluviales. Le schéma de gestion des eaux pluviales est un document de gestion et de programmation en matière d'eau pluviale. Il facilite la compréhension du fonctionnement hydraulique du territoire et l'identification des enjeux associés en matière d'eau pluviale. Il permet de mettre au point une stratégie de gestion de ces eaux et de programmer les travaux associés. Il appartient à la commune de Sortosegor d'arrêter et de valider, après enquête publique, la délimitation des zones où les mesures doivent être prises et des zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte et le stockage éventuel. Ainsi, l'objectif du zonage pluvial est de maîtriser les débits d'eau pluviale et de ruissellement afin de limiter les désordres causés par les inondations et de maîtriser l'impact des rejets de temps de pluie sur le milieu secteur. Le schéma directeur présente le zonage d'assainissement des eaux pluviales
Il s'agit d'un document qui sera intégré dans les annexes sanitaires du plan local d'urbanisme intercommunal. Alors, pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire de mettre en œuvre par bassin versant 2 types de mesures, des mesures curatives et ensuite des mesures préventives. Le zonage fournit aussi les prescriptions de gestion des eaux pluviales et les valeurs de débit à ne pas dépasser pour tout nouvel aménagement et de manière générale pour toute nouvelle demande d'urbanisme. L'infiltration sur la parcelle, évidemment, sera privilégiée. Le dispositif d'infiltration sera alors dimensionné en respectant les principes suivants, il sera avec les pluies suivant les pluies de 88 mm, etc. Vous avez le schéma en annexe, les schémas. Après avoir arrêté la délibération du conseil municipal du 28 juin 2024, les projets de schéma directeur des eaux pluviales, de zonage, d'assainissement pluvial ont été soumis à une enquête publique. Et donc, Madame la commissaire enquêtrice a établi un rapport et les conclusions qui sont jointes à la présente délibération. Vous avez tout ça qui joint après. Donc, il s'agit de prendre acte du rapport et des conclusions de Madame la commissaire enquêtrice, d'approuver tous les documents relatifs au schéma directeur d'assainissement des eaux pluviales et au zonage d'assainissement des eaux pluviales de la commune de Sorsaux-Secours. Il faut donc autoriser Monsieur le maire à réaliser toutes les démarches et à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de cette décision. Voilà. Bon, je pense que ça peut susciter quelques remarques. Oui, monsieur le maire. Allez-y, monsieur Barbet. La première, est-ce que ça veut dire que récemment, en Sorts, ça a eu des inondations? Quelle est l'action qui peut être menée dans le cadre de ce schéma directeur, du coup? Parce que les gens ont été inondés à Sorts, hein. Qu'est-ce que concrètement, vous allez faire pour éviter ça? Alors, je vais répondre. Vous ne savez pas? Non, je vais répondre, parce qu'elle ne répond pas. Donc. Parce qu'il y a eu une inondation récemment. Il y a des inondations partout, mais ce qu'il faut Ah, savoir... mais partout, mais c'est le but du schéma, justement, directeur des eaux pluviales, c'est d'éviter les inondations, ça a été dit en curatif et en préventif. Et il se trouve que la semaine dernière ou la semaine d'avant, on a eu des inondations à Sorts. Donc, qu'est-ce que vous faites concrètement pour éviter ça? Cette étude, elle a été faite par rapport à ça, parce qu'en fait, on savait très bien qu'il y avait des choses qui allaient arriver. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, l'eau, elle arrive par où? Elle arrive soit par les pétitionnaires, enfin, soit chez les gens, donc chez eux, et c'est la raison pour laquelle on a fait cette convention, pour qu'on puisse faire à l'intérieur des parcelles, en tout cas pour les nouvelles choses qui vont être faites sur les permis, de les obliger à avoir donc des rétentions d'eau, et puis ça arrive sur le côté public. Après, sur le côté public, on a des capteurs, il faut les nettoyer, il faut faire en sorte que ça soit propre. Là, cette partie-là, peut-être que ça n'a pas été nettoyé en temps et en heure, puisque, souvenez-vous, il y a eu la semaine avant, il y avait eu un coup de vent et il y a eu pas mal de pines de pin. Donc voilà. Après, il est bien entendu, et on l'avait fait l'année dernière. Est-ce qu'on a identifié la cause réelle, du coup? Est-ce qu'on sait pourquoi ça a été inondé? Je pense que les abados étaient tellement importants qu'il n'y a pas besoin de ça. En ce qui concerne, je te réponds par rapport à une chose qui était faite il y a 2 ans. On prend le parking de l'Étiquette, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait énormément d'eau. Il y a des travaux qui ont été faits dans cette veine-là. Et donc, par rapport à ce dont tu parles, eh bien entendu, il va y avoir des travaux qui vont être engagés pour pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait plus de coins d'inondation. Et les inondations peuvent arriver de chez les particuliers comme de la voie publique. Donc il faut que l'on traite les 2 cas. Et l'enquête publique a été faite aussi pour ça. Voilà, donc de là découle ma deuxième question. Ouais. Qui est lié au fait que dans ce type de schéma, il y a des préconisations. Ces préconisations ont un coût qui doit être, pour moi, intégré dans un plan pluriannuel d'investissement. Ce plan pluriannuel d'investissement, même si effectivement il est assez peu visible, parce que on travaille beaucoup sur des solutions des fois souterraines, etc. Et du coup, ça c'est pas forcément visible. Par contre, c'est essentiel à la vie de la commune et c'est essentiel de traiter ce type de problème. Donc je pense que suite à ce schéma directeur, moi je trouve dommage que, alors j'ai pas l'impression qu'on l'ait dans ce plan-là, mais ce serait bien qu'on sorte un plan pluriannuel d'investissement. Mais c'est ce qui va être fait. Ça va être fait. Mais Lionel, c'est ce qui va être fait au niveau du budget. Voilà, il va falloir faire un APCP spécifique pour ça. Au-delà de l'APCP, c'est de l'intégrer vraiment dans notre capacité d'investissement. D'accord, mais il va falloir le faire au même titre qu'on fait pour les lumières. C'est pas vrai. Et de le projeter de façon pluriannuelle.
de façon à ce qu'on se le Ça veut marque dire- dans le marbre donc ça et veut que dire que derrière, sur on le le- fasse systématiquement. Ça veut dire qu'il va falloir travailler sur le budget de cette manière-là, au même titre qu'on l'a fait sur les plans lumière, au même titre que l'on a fait pour Exactement l'assainissement. ce que je vous demande depuis le début du mandat, faire des plans pluriannuels pour qu'on puisse voir exactement comment notre capacité, tant en fonctionnement qu'en investissement, Oui. Mais il y en nous a sur permet le de pluvial. financer hein. Il y en a- les oui. Il y a un budget sur le tous pluvial. les ans, on met une somme sur les travaux pluviales. Tous les Pardon ans. Il y a- Tous les ans, on met une somme Oui, oui. et on les prévoit. Mais elle peut souvent être insuffisante. C'est-à-dire qu'on le voit bien, dans les communes, souvent on sous-estime les travaux qui sont liés au pluvial, mais même à la gestion de l'eau. On a beaucoup de communes qui ont des niveaux de rendement qui sont très faibles. Nous, on a des niveaux de rendement qui sont bons et qui vont l'être avec le SIDEC notamment, mais je pense que la gestion pluviale de l'eau potable, elle est plutôt bonne en général. En réalité, sur le pluvial et avec ce type de document, le plus important, c'est de l'intégrer et de le marquer dans le marbre, de façon à ce que personne n'oublie qu'il faut faire ces travaux. Et la preuve, la semaine dernière, on nous l'a rappelé, ou cette semaine, lundi, tu disais, le fait de ne pas les faire, ça peut entraîner ce type de désordre qui est quand même vraiment très Après, vraiment, dommageable après, aux habitants. Après, la ville est grande et il y a quelques priorités, et donc peut-être que ce n'est pas là-dessus. Donc, bien entendu, il faut prendre en compte ce qui a été dit. Voilà. Enfin, Mais ça fait sorte. partie du budget, ça fait partie de la PCP, ça fait vous n'avez partie. pas dit que sorte, ce n'était pas une priorité. C'est pas ce que vous avez dit, monsieur. Je cherche pas les mots, c'est vraiment pas. Sur Ça ce- n'a vraiment, ça n'est même pas risible, mais c'est pas très grave. Franchement, on a autre chose à passer que ça. Oui. Juste pour rappeler que ces 5 dernières années ont été passées pour résoudre les problèmes récurrents d'inondation du centre-ville que l'on avait. Je pense au Café de Paris, quand il pleuvait beaucoup, on ne pouvait pas passer. Tu as parlé de les Pins Tranquilles, il y a l'avenue Brémontier. On a fait pas mal de travaux. On a fait l'avenue Zoya, on a fait l'avenue Océan, on a fait tous les autres travaux d'urgence. On ne veut plus là, c'est fait. Ça a été fait, ça c'est fait. Maintenant, évidemment, il faut continuer à le faire, mais sur des travaux, Après, il faut faire attention aussi parce qu'il y a des abats. On travaille sur ces abats d'eau décennaux, mais on commence à avoir maintenant des abats d'eau qui se rapprochent du trentenaire. 32, Oui. alors, C'est je parle pas raison de- de plus pour aborder ça Oui. en termes de prévision et de l'inscrire budgétairement Oui, mais c'est de façon bon, pluriannuelle. mais c'est pour ça qu'on met, tout. C'est on parce met- qu'on a des vrais risques de chute d'eau. Oui, mais on met une somme, on y travaille là sur le budget. On va mettre une somme, on met une somme tous les ans. Oui, Maëlle, oui. Alors, juste une toute petite question, mais parce que des gens se la posent et donc je me fais leur porte-parole. Tu as parlé tout à l'heure de la place des Pins Tranquilles. Il y a des gros blocs jaunes. Mm. Je sais pas là si tu vois Oui, sur certaines places de stationnement. Et en fait, on m'a demandé pourquoi ils étaient là. Et ben, je n'ai pas su. Alors, répondre. oui, je crois Est-ce qu'il y qu'ils en a prennent un. des places de stationnement. Oui, c'est surtout Et pour. ça fait un moment qu'ils sont là. C'est surtout pour protéger, en fait, il y a une voiture, je ne sais pas si tu parles d'une place de stationnement qui est vraiment à un angle, qui est très Alors, dangereux. il y a celle-là, mais il y en a plusieurs. Oui, voilà, c'est pour protéger, en fait, les places qui sont vraiment trop dangereuses et qui sont à un angle. Et voilà, on peut pas... D'accord, donc on a positionné ces Ouais, blocs sur ouais. des places où si on y stationne, on risque. D'accord, Ben je oui, comprends. donc un accrochage. Merci. Donc on va passer au. Pardon. Bien, on va passer au vote par rapport à ce sujet-là. Donc, qui est pour l'approbation de ce plan? Merci. Alors, on va passer au point numéro 7, qui est le déclassement par anticipation et conclusion d'un bail à construction en vue de la réalisation d'une résidence hôtelière à vocation sociale dans la zone d'activité de Pédebert. Alors, suite à la poursuite des certains échanges que nous avons eus il y a la semaine dernière et la semaine d'avant, sur le projet de bail à construction pour les hébergements des saisonniers. On l'avait fait avec Link City, Jeunesse Habitat Solidaire, ainsi que notre notaire. On a identifié un besoin depuis 2022, qui était la question du logement des saisonniers, qui avait été posé et sur lequel il y avait un enjeu majeur pour soutenir l'attractivité du territoire, répondre aux difficultés rencontrées par de nombreux travailleurs saisonniers. On avait fait l'état de saisonniers qui couchaient dans leur voiture ou dans les différents campings et qui n'étaient plus opérationnels après quelques semaines, ce qu'on peut imaginer. La première réunion d'ailleurs sur ce sujet-là a eu lieu en octobre 2022 à laquelle un groupe de travail avait été constitué avec 11 élus et qui a continué à perdurer jusqu'en 2023 pour qu'on ait un choix d'un candidat potentiel sur ce projet. On avait auditionné 5 groupes pour sélectionner à la fin, donc du coup, Link City. Je vous refais un peu l'historique, puisque je pense que de toutes les manières, ça pourra susciter quelques questions.
Et donc, je voudrais que les choses soient bien claires pour tout le monde. En parallèle, une première réflexion donc, avait été initiée par les partenaires locaux, permettant de dresser un état des lieux précis et surtout de recenser les besoins des hébergements qui étaient adaptés. L'étude menée par la communauté de communes Max a apporté les éléments concrets. Et cette étude est arrivée il n'y a pas très longtemps et a bâti un projet réaliste, durable et en phase avec les attentes du terrain. Et on rappelle que 9% du PIB du territoire est lié au tourisme, ce qui est quand même relativement important. Pendant cette période, entre 2022 et à aujourd'hui, on a reçu avec Link City pas mal d'acteurs locaux, du type Labéry, Safran et autres, pour essayer d'échanger sur leurs besoins, de voir les périodes qui les intéressaient, dites creuses, parce qu'on sait très bien que les périodes pleines, à partir de mai ou avril jusqu'à octobre, seront pleines par nos restaurateurs, et on les avait d'ailleurs rencontrés, les 5 majeurs d'ici, mais on essayait de trouver ils essayaient de trouver un budget qui soit réaliste par rapport à ça. Et l'engagement d'ailleurs d'un d'entre eux, des gens que nous avons rencontrés, a démontré les besoins et a pris déjà un engagement pour pouvoir prendre des logements à l'intérieur de ce projet-là. On a eu aussi de nombreuses réunions avec la DDTM qui, elle, nous a un peu poussé à choisir le choix de la RHVS. Et donc, en suivant ce cahier des charges, on a établi dès le départ quelque chose qui pouvait être viable pour Link City. Pour rappel, on est sur un nombre de chambres à peu près de 80, individuelles ou collectives, avec sanitaire, petits bureaux, kitchenette, un accueil permanent, y compris la nuit, une pièce à vivre pour tous, puisqu'on souhaite avoir un endroit qui soit convivial, une buanderie, un point repas, puisque c'est considéré comme, on peut considérer ça comme un hôtel, une surveillance la nuit, et tout ça dans des budgets qui sont très cohérents, qui seront entre 450 et 500 € mensuels. En sachant que là aussi, notre cahier des charges, et celui sur lequel nous avions travaillé tous ensemble, c'était de proposer que le loyer pourrait être aussi supporté en partie par l'employeur. On a eu donc ces fameuses réunions avec les acteurs économiques de la ville pour aussi entendre leurs besoins et croiser ce qu'on avait possibilité de faire avec les acteurs du type Labéry et autres. La formule d'exploitation donc retenue a été le RHVS et le mode opératoire retenu pour la réalisation du programme de construction est celui d'un bail à construction. La commune restant propriétaire du sol, qui est notre vivier sur lequel il est hors de question de le vendre. Le preneur prend un bail et il y a une qualité de maître d'ouvrage et de constructeur jusqu'à l'achèvement du programme, et lequel recédera les constructions à édifier, ainsi que le droit du bail à construction au profit du bailleur social. Donc, on garde notre terrain, il construit, Link City, il donne ça à un bailleur social qui va l'exploiter derrière, en sachant que au bout d'un certain nombre d'années, ce terrain est payé, donc il y a un loyer, et le bâtiment nous revient. Donc, il est proposé de faire un bail à construction pour une durée de 60 ans à compter du jour du dépôt en mairie de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux du programme de construction, et ce, moyennant un versement d'un loyer par le preneur d'un bail d'un montant annuel de 30 000 €, qui sera bien entendu réévalué chaque année suivant l'indexation du IRL, ou sur tout autre indice si besoin. Les moyens financiers qui sont mobilisés, grâce au crédit qui est accordé récemment, puisqu'en fait, pourquoi ça sort maintenant? Puisque c'est une des réflexions qui nous avait été faite. Depuis 2022, le sujet est arrivé sur le tapis pour le mettre en place. Et là, l'État, suite à, je ne sais pas à quelle belle chose ça arrive, est prêt à donner des financements pour ce genre de produit. Et donc, ces financements permettraient de concrétiser le projet, qui est pensé depuis de longue date, et d'apporter une réponse rapide et structurée aux difficultés rencontrées qu'on a chaque saison. L'impact positif pour le territoire, c'est d'abord d'offrir des conditions de vie dignes et accessibles à nos saisonniers, sécuriser le recrutement des acteurs économiques, que ce soit touristique, agriculteur ou restauration, et renforcer l'attractivité du domaine
de la dynamique locale. La sortie de ce projet donc marque une avancée. Ce qui était une réflexion de 2022 devient aujourd'hui plus une réalité au service des travailleurs saisonniers ainsi que des employeurs du territoire. Le timing a été long et dépendait uniquement de la réponse de l'État dans son aide au financement. Il y a eu plus de 2 ans de concertation et d'échanges pour qu'au moins ils aient là dernièrement eu la possibilité de récupérer des subventions de la part de l'État. C'est assez long, mais enfin en tout cas, on est arrivé à quelque chose. Enfin, ils sont arrivés à quelque chose. Le terrain concerné, juste pour votre information, se trouve à Pédebert, juste à côté de notre centre technique municipal et non loin de nos bâtiments dans lesquels nous logeons nos saisonniers MNS ainsi que la gendarmerie. L'emprise foncière est donc pas cessible sans qu'au préalable on ait pris là aussi une mesure permettant sa désaffection, puis qu'elle soit décidée dans son déclassement. La superficie de l'emprise à désaffecter et à déclasser est de 5 809 mètres carrés environ. Donc il est d'abord nécessaire de procéder au déclassement de l'emprise foncière, à la réalisation de ce projet, et ensuite dans son transfert de patrimoine privé de la commune en vue de la conclusion du contrat de bail à construction avec Link City. Vous êtes donc invité à vous prononcer sur ce déclassement par anticipation des parcelles concernées, de la parcelle concernée, et accepter les principes d'un bail à construction avec la société Link City Centre-Ouest, que l'on a vu à plusieurs reprises concernant cela. Est-ce que, par rapport à cela, vous avez des questions? Oui? J'ai plusieurs questions, mais en préambule, je voudrais juste préciser, pour qu'il n'y ait pas de confusion, qu'évidemment, je me réjouis que ce projet arrive enfin à sortir. Et justement, c'est parce que je me réjouis que le projet touche enfin à sa fin, je me pose des questions justement pour être certaine qu'il ne soit pas fragilisé à terme. Alors, juste une première, mais qui est vraiment juste technique, je m'interrogeais pourquoi avoir mis dans la même délibération le déclassement et le bail avec Link City, parce qu'on est sur 2 sujets... Oui, mais c'est le notaire qui nous a demandé de faire ça. D'accord. Voilà. C'est pas une lubie de notre part. Non, mais c'était... C'est la partie juridique des choses. Ok, voilà. D'accord. Deuxième question, à la lecture des documents, j'ai lu lauréat d'un appel à manifestation d'intérêt, d'un AMI. Mais on n'a pas fait d'AMI. C'est la même chose. En fait, on a fait un appel à projet sur la même... Un appel à candidature. Oui, mais c'était pareil. Tu as eu 5 candidats, tu les as tous reçus. Oui. Et tu as fait une conclusion. Donc oui, mais quand on fait Après, honnêtement, ça change quoi. Non, pas du tout. Bon, non. Voilà. Non. Mais effectivement... Donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. L'important, c'est de trouver la bonne personne. Mes questions manquent d'intérêt. Non, c'est pas que ça manque d'intérêt, mais je veux dire, c'est pas vraiment un intérêt fort. J'étais étonnée de voir inscrit AMI, puisqu'on en a parlé pour d'autres sujets, et l'AMI, on ne va plus chercher des candidats qui vont être force de proposition, là où l'appel à candidature, là, on va faire un choix parmi les candidats. Mais effectivement, j'étais étonnée de voir... On peut changer, mais ça, c'est pas le souci. Après, ils ont été force de proposition, parce que les 5 que nous avions rencontrés, souviens-toi, ont été force de proposition. Et on a retenu celui-là qui correspondait beaucoup plus au cahier des charges que nous avions édité tous ensemble. Et alors, j'en viens à ma question peut-être plus intéressante. Est-ce qu'on peut nous expliquer pourquoi, puisqu'on parle de déclassement, pourquoi on fait ce travail? En fait, c'est une modification de la parcelle initiale. Mais pourquoi on fait ça? Parce qu'elle fait partie toute cette zone-là fait partie du CTM. Et donc, il fallait qu'on déclasse cette partie-là qui ne correspond plus au CTM et qui correspondra à cette activité-là. Mais quand on a lancé l'appel à candidature, on les a fait candidater sur une parcelle. Mais on les a en forme de triangle. Oui, mais c'est toujours la même. Ça n'a pas changé. Mais sur les documents, c'est plus la même. Si, c'est exactement la même. Non. Alors, il y en a peut-être un peu plus par rapport au stationnement. Tu as peut-être raison sur la partie du haut, oui. Exactement. Oui, mais je veux dire, là, en fait, on s'est adapté aux besoins de notre PLUI. Je sais. Et donc, de ce fait, il manquait un peu de parcelles pour pouvoir le faire. Donc, voilà. Et cette partie qu'il aurait rajoutée n'est pas très importante dans le projet, puisque ça leur permet, au contraire, de pouvoir le faire et de mettre des parkings. Alors, justement, c'est ça qui m'inquiète, parce qu'effectivement, quand j'ai vu... Il ne faut pas être inquiété par ça. Non, mais je suis une grande anxieuse.
Non, ce qui m'a inquiété quand j'ai vu effectivement la parcelle, j'ai reconnu qu'effectivement elle avait été modifiée. Et je me souviens parfaitement que le point d'achoppement pour bon nombre de candidats, c'était les stationnements. Et qu'on avait un candidat qui avait proposé cette solution, qui avait dit, dans la mesure où la parcelle voisine est également dans le giron de la commune, avec le CTM, etc., est-ce qu'on ne pourrait pas envisager une modification pour leur permettre... Et je pense que c'est Link City qui nous l'avait proposé, puisqu'ils ont même proposé, si tu te souviens bien, ils avaient même proposé une étape en 2 fois, avec ça, et sur une deuxième étape, où ils faisaient, sur l'autre partie, un développement complémentaire, puisqu'ils nous avaient dit, sur l'ensemble de la parcelle, vous pourriez aller au-delà. Et je pense que c'est eux. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est... Il ne faut pas t'inquiéter, c'est faut pas faire ça. C'est pas bien de s'inquiéter. Pas pour ça. On ne se refait pas. Il y a des choses plus importantes pour s'inquiéter. Est-ce que les autres candidats, parce qu'à l'époque, ce qui avait été soulevé, et ce qu'on leur avait répondu, c'était si on accède à cette demande, qui était la plus logique, on était tous d'accord pour dire c'est la seule porte de sortie, sinon il n'y a pas un projet qui passait. On s'était dit, la problématique, si on vous accorde cette modification parcellaire, dans ces cas-là, il faut qu'on l'accorde à tous. Puisque les candidats qui ont répondu à l'appel à candidature, c'était sur une parcelle bien précise. Et là, elle est modifiée. Alors, je vais jusqu'au bout. Et ça a été soulevé, j'ai retrouvé un mail, donc c'était en 2023, et c'est une réponse à un candidat qui n'est pas Link City. Et on lui dit à l'époque, donc la DDTM et la DTTE-SPP indiquent que 2 candidats sont aptes à porter le projet social d'une RHVS. Donc, apparemment, ils étaient 2 à ce moment-là. Les équipes candidates devront donc être, puisque la DDTM était OK sur la RHVS, les équipes candidates restantes devront donc être départagées sur le projet d'aménagement. Et vu que c'était ça le point problématique, il reste donc à traiter le sujet épineux du stationnement. Il s'avère, c'est ce qui a été dit à l'époque à cette personne, il s'avère qu'il n'y a pas de potentiel de mutualisation. C'est ce qui avait été répondu à l'époque. Donc ma question, c'est que si entre-temps, et évidemment je pense qu'on a bien fait d'aller chercher cette solution de mutualisation, mais est-ce qu'on a prévenu les autres candidats? Sinon on s'expose. Moi ce qui m'embête, c'est que le projet soit attaqué par un candidat qui viendrait dénoncer le fait qu'on a validé Link City sur un cahier des charges qui a bougé. Alors, je vais te répondre sur les 2 sujets. La première, le sujet dont tu parles, le deuxième, il a abandonné, totalement. Mais il a peut-être abandonné parce qu'il n'a jamais réussi à mettre ses voitures sur la parcelle. Non. C'est ça que je dis. Non, c'était juste un autre problème qui n'était pas celui-là. Et le deuxième, en ce qui concerne les autres qui pourraient nous attaquer, on a fait un choix sur 5. Je veux dire, la commission dans laquelle vous étiez, on était 11, a choisi Link City pour ce qu'ils proposaient. Il n'y avait pas que les parkings n'étaient qu'un sujet. Mais c'est le sujet problématique. Non, c'est pas le sujet. Non. Cité, hein. Nous avons choisi. C'est pas mon écrit, nous avons choisi celui-là, et vous avez choisi celui-là, parce qu'au niveau de l'architecture, au niveau du projet, au niveau de l'offre, au niveau de la proposition, ça correspondait à ce que l'on souhaitait. Mais ça ne passait pas. Mais si ça passait, mais si ça pouvait passer, non, ça passait pas. C'est pour ça qu'ils ont proposé. Ceci étant, on a donc du coup fait en sorte qu'ils aient la possibilité de le faire après la sélection, mais ça ne peut. Et je pense qu'on a eu raison, mais ça ouvre la porte. Ça peut ouvrir la porte, mais je pense que ceux qui soulignent et que ce projet il est tellement important. Mais t'inquiète pas, je pense qu'il n'y aura pas de souci par rapport à ça. Et moi, je suis moins inquiet que toi, et donc beaucoup plus optimiste, et je suis persuadé que le projet ira à son terme sur le sujet. Mais ça reste quand même problématique d'avoir changé un cahier des charges après coup. Alors, c'est pas problématique d'avoir changé le cahier des charges. C'est une adaptation qui a été faite par rapport au projet. Voilà. J'entends. Monsieur le maire, si la parcelle a changé, est-ce que la zone humide a bien été prise en compte? Oui, Cathy, parce que la zone humide, elle n'a pas bougé. Et donc, la parcelle a bougé par le haut, par le nord. Très bien. Et non pas sur cette partie-là, bien entendu. Et il faut absolument... Et ça faisait partie aussi des contraintes au niveau du projet. Merci. Oui, pardon, Léana, je n'avais pas vu. Oui, monsieur le maire. Juste, ce projet est très bon et je pense que c'est important pour les saisonniers. Vous l'avez dit, on a un groupe de travail qui a été constitué en 2022, réuni en 2023.
Et on a été réunis dernièrement en commission générale, une commission particulière, donc une commission particulière pour ça, qui n'était pas le groupe des 11 d'ailleurs, pour aborder ça avec les personnes qui ont postulé. Et puis après, en commission générale, le notaire était présent pour pouvoir intégrer les éléments dans le bail, enfin, suite à nos discussions. C'est un bon projet, donc bien sûr qu'il faut le faire. C'est sur la méthode. Je pense qu'on engage pour 60 ans sur le bail aujourd'hui. C'est 60 années, c'est 10 mandats, c'est 10 maires successifs qui vont avoir ce projet-là. Et on a émis un certain nombre de réserves quand on était sur la commission générale, à savoir qu'on souhaite que vraiment les gens aient une priorité lorsqu'ils sont saisonniers. Et on a demandé au notaire d'intégrer dans le bail le fait de bien pouvoir mettre la priorité là-dessus et pas se retrouver, comme ils ont la possibilité de le faire, lorsque le logement n'est pas pris, de pouvoir le faire à la nuitée, et avec des prix qui sont largement plus élevés. Donc ils trouvent un équilibre budgétaire sur un usage avant tout saisonnier, ce qui est le but premier de ce bâtiment, et c'est pour ça que c'est un bon projet qu'il faut avancer. C'est vraiment dommage qu'on ait pas ce groupe de travail qui était réuni pour discuter de ce bail. Alors je sais qu'il y a une certaine urgence par rapport aux subventions, etc. C'est surtout ça. Mais c'est vraiment dommage. Pourquoi? Parce qu'on a travaillé le projet de bail avec le notaire en commission générale il y a une semaine, et on retrouve au milieu de 967 pages de conseils qu'il faut lire en 5 jours, un bail qui engage la commune pour 60 ans, alors que ça aurait demandé vraiment un vrai travail, un travail de relecture, un travail de certitude autour de plein de sujets qu'on a pu lever avec le notaire. Je ne doute pas que le notaire ait fait du bon boulot pour l'intégrer, mais 960 pages en 5 jours à lire, et au milieu on a un bail qui est aussi important pour la commune, je trouve que la méthode n'est pas la bonne. Voilà, j'ai un problème de méthode. Oui, okay. J'ai pas un problème de sujet, parce que je suis entièrement d'accord, c'est un bon projet. Mais la méthode, on a un groupe de travail ad hoc, ce groupe de travail ad hoc aurait dû être reconvoqué, aurait dû retravailler, et à partir de là, sur les préconisations du groupe de travail, on aurait fait la délibération pour ce conseil, ou un autre conseil, même plus tard. On aurait eu un conseil le mois prochain, on aurait pu le mettre le mois prochain. Ah non, c'est de décembre. Mais bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense que la méthode, moi, me pose problème. C'est juste de pouvoir reconvoquer la commission qui a été formée ad hoc sur ce sujet-là. Donc, la méthode, j'entends. Il y a juste cette urgence, et là, tu l'as noté, c'est l'urgence au niveau de la captation de cette subvention qui doit être prise par Link City. Donc voilà, c'est juste ça. Et en ce qui concerne les 940 pages, du coup, on se précipite, monsieur le maire. En conseil communautaire à la max, on a 1700 pages à lire. Hein, donc. Oui, non, mais qu'on ait 1700 pages à max, là on en a 960, très bien. La réalité, c'est qu'on décide d'un bail à construction, enfin d'un bail. Vous avez été sur 60 ans, non, alors qu'on n'a pas eu le temps de le lire. On vous a expliqué. Enfin, on vous l'a donné à 5 jours. Le notaire vous a expliqué, il n'y a pas 5 jours, il y a 2 fois. Vous avez eu 2 rendez-vous avec le notaire. Non, c'est faux. Le bail, monsieur le maire, il y a 5 jours. Le notaire, vous l'avez vu, il vous a expliqué pourquoi, puisqu'il y a même eu une question de dire pourquoi on ne descendrait pas à 50 ou 40 ans. Il vous a expliqué la raison pour laquelle il restait sur 60 ans. Oui, 60 ans. Donc pour 60 ans, ça méritait peut-être de reconvoquer cette commission et derrière de dire on faisait même un conseil municipal en octobre. Les gens qui étaient autour de la table à la commission générale étaient dans cette commission-là. Donc, voilà. Oui, mais enfin, la commission générale n'est pas la commission ad hoc. On parle de la méthode. Maintenant, est-ce que sur le projet, vous êtes d'accord? Je vous l'ai dit, monsieur le maire, c'est un bon projet. Le problème, c'est que le bail qu'on est en train de valider aujourd'hui n'a pas eu le temps de lecture suffisant. C'est tout. Mais après, on votera. Et puis, il y aura peut-être des problèmes demain. Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas sérieux dans le travail. Très bien. Pour répondre à votre question, moi, effectivement, je valide le projet. Mais je pense qu'il y a une rupture d'égalité entre les candidats et je ne voudrais pas que ça vienne fragiliser la poursuite du projet. Ok, très bien. Tout. Ok, donc on va d'abord voter le déclassement par anticipation, si vous en êtes d'accord, et ensuite, on vote en même temps le principe du bail. On peut faire les deux en même temps. Donc, qui est pour? Très bien, merci. On va passer maintenant au marché public et sur nos DSP. Donc vous savez que comme chaque année, on reçoit nos délégataires pour un retour sur leur activité et un commentaire sur le chiffre de l'année. Et je vais vous faire un bref retour. Donc c'est pour information, il n'y a pas du tout de vote par rapport à cela.
Le premier, c'était la présentation du rapport d'activité annuel sur la délégation pour le casino. L'activité des casinos donc, a été un peu difficile en ce moment, comme partout en France, et ce n'est pas spécifique au nôtre. Et en effet, le casino, cette année, a fait sur la partie des jeux bruts 1,2 million contre 1,4 million l'année dernière, soit 16% de moins. Et en total, avec ses activités annexes, hors jeu, un chiffre d'affaires de 61 000 contre 121 000 euros. Le total des produits pour 2024 est de 1 373 000 contre 1,8 million l'année précédente. Et le total des charges pour 2024 est de 1,4 million contre 1,7 million, 1,8 million l'année dernière sur l'exercice précédent, mais donne un résultat comptable négatif de 85 000. C'est principalement dû à la fréquentation et notamment cette fréquentation peu importante le long de l'année, même si le casino connaît une recrudescence de participation pendant l'été. Et ils sont surtout très dynamiques puisqu'ils mettent des actions qui sont menées pour faire venir du monde. Ce que je ne savais pas, ils nous ont fait part de cela. Ils ont un fichier de 8000 personnes qu'ils animent chaque semaine en faisant des promotions. Le lundi, ils ont la possibilité de gagner des bons d'achat et des mises. Le mercredi, la même chose, suivant toute la semaine. Donc c'est le pouvoir d'achat aussi que nous connaissons tous avec cette baisse de pouvoir d'achat qui est présente. Le constat a été fait que les mises ne sont plus du tout aussi importantes que par le passé. Ceci étant, les délégataires sont optimistes et nous pensons et nous sommes persuadés, et on l'avait vu suivant d'ailleurs une étude qui avait été menée par KPMG, que le casino a un fort potentiel, une forte attractivité pour notre commune. Et je pense que c'est important à moyen terme que ce casino puisse retrouver ses lettres d'antan. Donc voilà. Donc ça a été un peu leur état d'esprit, de dire que ok, c'est une année un peu mauvaise, un peu difficile, mais ils sont assez confiants pour l'avenir et ils ont en tout cas une envie folle de continuer avec nous. Ça, c'était pour le rapport du casino. Est-ce que vous avez des commentaires à faire ou pas? Est-ce qu'ils ont pu remarquer aussi que la fermeture du Sporting a un impact sur leur activité? Alors oui, bien entendu, mais il aurait été malhonnête de dire que la fermeture du Sporting n'a pas d'impact. Oui, elle a un impact. Mais quand on voit l'année dernière, le Sporting était fermé, ils avaient fait beaucoup plus de chiffre d'affaires. Cette année, le casino étant fermé, le Sporting étant fermé, oui, ça a un peu impacté. Mais je pense que aussi le pouvoir d'achat n'étant pas là, et on l'a vu cet été, je pense que les gens ne sont pas aussi friands d'aller dépenser leur argent autour de ce genre de choses. Voilà. On va passer si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous passer maintenant au prestataire, à la présentation pardon, de la DSP sur le tennis. Alors, pour rappel, cette DSP a été donc signée en 2018 pour une durée de 12 ans. Il y a eu un bref récapitulatif de l'exploitation du stade, des adhésions à l'année qui sont malheureusement un peu en diminution, et une légère baisse aussi sur la partie des enfants. Alors c'est un peu dommage parce que c'est vrai que l'esprit club doit être important, et je sais qu'il y a des efforts qui sont faits, mais c'est important d'avoir aussi cette école de tennis comme les membres au sein d'un club, puisque c'est grâce à ça que les clubs de tennis, entre autres, marchent. Il y a eu néanmoins une très belle fréquentation en général sur l'année, bien entendu en saison, puisqu'on est à plus 10% sur les locations des cours, une belle augmentation dans les leçons sur les stages, qui sont de 271 € contre 226 000 € l'année d'avant. L'animation a été faite aussi de façon régulière au sein du club, pour essayer de faire vivre le clubhouse, en faisant des soirées à thème, des retransmissions de matchs lors des grands tournois, et de proposer aussi une formule de restauration rapide, qui, elle, a été plus ou moins égale à N-1. Ça se traduit cependant par une augmentation du chiffre, alors pas de façon énorme, puisqu'on est de 548 contre 540 en N-1, pour un résultat comptable positif de 3 021 €. Pardon. Donc voilà en gros l'activité du tennis. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Oui, monsieur le maire.
Juste, c'est vrai qu'on ne peut pas se satisfaire dans le cas d'une DSP, vous l'avez dit, mais la baisse de jeunes, c'est les adhérents jeunes en tennis, c'était 51 adhérents en 2021, c'en est 13 aujourd'hui, quoi. On est à 13 adhérents. Donc la vie de club, effectivement, en tout cas autour du tennis, alors c'est sûr que l'activité de paddle doit gagner beaucoup d'argent, hein, mais même dans les tableaux prévisionnels, on avait une activité qui était quasiment à 90 000 euros de recettes qui baisse à 60 000. On est à moins 20 000 sur le paddle. Sur le paddle. Et ils expliquent ça comment, une baisse sur le paddle, alors que toute l'activité du paddle est en augmentation? On n'a pas d'explication pour demander là-dessus. Moi, j'étais pas présent à cette... Oui, en plus, ils veulent construire du paddle, forcément, mais ça, c'est un autre sujet qui n'a rien à voir avec le DSP, en ce qui concerne avec aujourd'hui. Le paddle? Non. Sur la construction supplémentaire de ce qui a été proposé, ce qui a été dit. Moi, j'étais pas présent lors de cette réunion. Ils veulent peut-être construire plus de paddle, oui. Comment? Parce que ils veulent peut-être construire plus de paddle parce que ça rapporte. Ça rapporte sûrement, oui. Après, le tennis rapporte aussi, puisque quand même l'activité globale est quand même relativement en progression. Ouais. Après, j'entends ce que tu dis concernant le club. On sait très bien qu'un club de tennis doit aussi faire en partie des leçons, en partie des stages et en partie un club proprement dit. Alors, c'est sûr que la désaffection... participer à la vie fédérale. Et la désaffection des enfants, c'est toujours un gros problème, ce qu'on n'a pas, par exemple, sur le golf. Ça, c'est sûr que là, à ce niveau-là, le golf est beaucoup plus pourvoyeur d'enfants que le tennis aujourd'hui. Alors, on n'est pas sur un modèle de sport fédéral comme le tennis a pu l'être, en tout cas. Vous le savez bien, la FFT, elle a besoin de licenciés, elle a besoin de... Et je pense que le nombre de licenciés purs, ce n'est pas forcément la préoccupation de ce club. La réalité, c'est que si on veut faire vivre un club, si on veut faire vivre les jeunes, il faut qu'il y ait un projet qui soit lié aussi à ce que la fédération propose. Je pense qu'on est sur quelque chose qui est un peu plus commercial que fédéral, ou en tout cas associatif, puisque là, on est vraiment dans une entreprise. Les chiffres, en tout cas, le montrent. Et puis surtout, les fonds propres de l'entreprise, qui sont quasiment nuls. En fait, il n'y a pas de fonds propres. Donc, on sent qu'il n'y a pas de volonté d'investissement futur. Très bien. Tu veux dire quelque chose, Henri? Pas tout à fait d'accord avec effectivement ces propos, en sachant que le paddle, au départ, effectivement, sur le second, nous étions les premiers. Entre-temps, Senior s'est équipé, Cabreton s'est équipé, la Benne également. Donc, il y a une grosse concurrence là-dessus. Donc, je pense que là aussi, il faut en tenir compte. Et rappelons-nous quand même que nous avons fermé également une classe. Donc, le nombre de gamins sur notre commune est en train de baisser également. Donc, c'est évident qu'il faut qu'on ait une politique attractive, incitative également au niveau des prix, et qu'on doit développer effectivement cette partie-là, parce que le tennis reste effectivement un sport qui est fait une part entière effectivement à notre commune, que ce soit le surf, que ce soit le golf ou le tennis. C'est encore une fois, on a un terrain, on a effectivement un lieu qui est historique et qui est fantastique. Voilà. Ok. On va passer ensuite à l'activité DSP du Trinquet. Alors, pour le Trinquet, juste rappeler qu'ils avaient pris possession des locaux en juin 2022, après des travaux d'ailleurs important d'embellissement. Cet espace au Trinquet est aujourd'hui une vraie offre complémentaire dans la commune, malgré la concurrence, puisqu'il y a 2 restaurants qui se sont montés autour. Mais le lieu tire encore son épingle du jeu. Alors en termes sportifs, puisqu'il y a les 2 choses, en termes sportifs, le fait d'avoir la pelote et la pelote passion, c'est un point important, puisqu'il y a une fréquentation régulière avec les tournois et certains événements, et une bonne relation avec le club, avec la SH, qui vient régulièrement. Et puis au niveau du restaurant, qui propose, que ce soit à midi comme le soir, des menus à des prix relativement raisonnables, et qui se trouve dans le bourg de Sorts. Et ça, c'est une bonne chose pour faire vivre le village, et qui est un vrai lieu de rencontre. En ce qui concerne les chiffres, on est sur un chiffre d'affaires de 577 000 euros, avec une perte qui est encore due à l'investissement, qui est de l'ordre de 30 000, contre 52 l'année précédente. Pour info, eux aussi, ils souffrent du personnel. Ils ont eu énormément de déboires avec le personnel à l'intérieur de l'établissement. Et donc, ça a dû être un moment difficile pour essayer de resserrer tout ça. Et donc, l'équilibre risque d'être plus sur l'année à venir. Ils en sont très confiants. Et ils croient exactement en ce lieu pour pouvoir continuer à le faire grandir. Donc, c'était une réflexion de leur part de dire que malgré les aléas du personnel, malgré la perte, ils sont encore très confiants là-dessus. Et donc, on peut considérer que le Trinquet devrait retrouver un équilibre financier d'ici l'année prochaine.
Est-ce que vous avez des remarques à faire sur le sujet? Bien, on va passer au golf. Alors, le golf, lieu important en ce qui concerne notre ville, puisque vous savez que, alors c'est la 2e année de la DSP, on a un nombre constant d'adhérents et on a eu quelques nouvelles inscriptions qui ont été faites de façon régulière. Il faut noter qu'on a un terrain qui est relativement beau, et je dirais même superbe, et qui est reconnu de tous, puisqu'il y a beaucoup de gens qui viennent et qui sont contents de jouer, et qui a accueilli aussi surtout de nombreuses compétitions nationales et régionales. Il faut aussi noter que presque tous les week-ends, vous avez des compétitions, et un nombre important de nos adhérents qui y sont, et à chaque compétition, c'est toujours une joie de voir les adhérents qui viennent et qui passent du temps au sein du club. On a un parcours donc exemplaire, des greenkeepers qui sont de grande qualité. Et puis depuis les travaux d'arrosage, qui étaient sur un investissement de 1,3 million, la consommation est passée à moins 30%. C'est-à-dire que grâce à cette double canalisation, ils consomment beaucoup moins. Et en tout cas, ils arrosent là où ils le souhaitent. Et c'est un vrai progrès. Par ailleurs, je parlais de l'école de tennis tout à l'heure, mais l'école des jeunes en ce qui concerne le golf est toujours aussi importante. Et les jeunes aussi peuvent profiter des infrastructures suivant le cahier des charges de la DSP d'ailleurs, et ça pour apprendre avec un prix raisonnable. Et on le soutient souvent avec Lionel qui en parle très, très fréquemment et qui a en plus la possibilité, ces jeunes-là, de faire le parcours le mercredi, entre autres, puisque le club est fermé pour eux. Et tout ça est respecté. On a des équipes féminines et des équipes masculines qui sont aussi de bon niveau, que ce soit l'équipe A, mais aussi l'équipe des anciens, et qui sont à des niveaux régionaux, départemental et même national, avec de très bons résultats. Ce que l'on a fait aussi, et ça c'est aussi très important, c'est que depuis le début de cette DSP, il y a eu une gestion rigoureuse au niveau des arbres, qui a été suivie en partie par Michel Villéger et par Philippe Sierre, avec la collaboration de Christophe Gess, le directeur, que je remercie parce que c'était quelque chose d'important, puisqu'on a une gestion des arbres qui est bien entendu important sur le parcours, et qu'il faut à chaque fois aménager, replanter, et faire en sorte que les choses se passent correctement, sans que ça impacte le jeu, et ainsi que la forêt. Le restaurant, qui est un sujet, alors je te vois faire grimacer, oui, c'est un sujet qui a été longuement débattu à plusieurs reprises. Aujourd'hui, il a été repris par le club et il va être mis en jeu, je dirais, dans un cadre différent, puisqu'ils ont eu une 50aine de dossiers et ils sont en train de faire le choix pour essayer de trouver un nouveau délégataire et nouveau gérant, puisque c'est une sous-délégation qu'ils ont la possibilité de faire. En termes financiers, le club est sur un prix constant, un budget constant, pardon. On est à 2,6 millions. On est à moins 1,6% par rapport à l'année dernière. Mais par contre, on a un résultat qui est positif de 121 000 euros. Donc, ce qui est une bonne chose. Et la prévision pour 2025 est conforme au business plan qui a été mis en place. Chose importante, il y a une relation directe avec le club, avec une vision qui est celle de notre DSP, et surtout une préservation de ce magnifique club en plein centre-ville, ce qui est une vraie chance pour notre village, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut noter. Est-ce que vous avez des remarques à faire sur le sujet? Quand ça va bien, il faut le dire. Non, nous avons, tu le disais, je souligne encore une fois, effectivement, c'est un des seuls clubs de France où nous fermons une journée par semaine pour notre équipe, pour nos enfants et également pour le parcours. D'ailleurs, le président de la Fédération française au dernier Grand Prix a trouvé que c'était même trop vert. Il était trop magnifique ce golf, donc effectivement, c'est quelque chose qu'il faut répéter. Merci à toute l'équipe qui s'en occupe, au directeur également qui a pris sa place et qui connaît bien le terrain. Juste, on voit une augmentation du nombre de golfeurs, tant mieux. Ça se démocratise de plus en plus de jeunes interviennent et nous avons de très beaux résultats. Que peut-on faire pour les aider, par contre, au niveau des ravages que nous cause le nombre incessant de sangliers? Je ne sais pas si tu as vu les dégâts au niveau du 5, au niveau du 6. Donc ça présente quand même de gros problèmes 4, 5, 6, les entretiens.
Qu'est-ce qu'on peut leur proposer Ah ben, actuellement? on leur propose, alors je vais te dire, on n'a pas attendu, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a Bien des sûr, avec sangliers, la carte, oui. comment? Oui, la carte. Le lendemain matin, à chaque fois, on a la chance d'avoir avec notre association des chasseurs qui se mettent en route pour faire des battues. Et il y a eu plein de battues qui ont été faites chaque année. La dernière fois, au trou numéro 4, il y a eu un ravage qui a été fait. 4 et 5. Le lendemain, le président de la chasse est allé refermer, puisqu'en fait, ils arrivent des Barthes. D'accord. Le président de la chasse a refermé l'ensemble des grillages. Pour l'instant, ils sont toujours là-bas. J'en ai vu la semaine dernière quand même qui étaient sur la route. Et si vous avez vu là dernièrement en allant au cimetière, les allées droite et de gauche ont été un peu labourées par nos petits camarades marcassins. Mais en tout cas, la relation avec la chasse nous permet de répondre rapidement aux désagréments qui pourraient arriver sur le golfe. Et c'est vrai que c'est important de le souligner. Je les remercie d'ailleurs à ce niveau-là, parce que franchement, heureusement qu'ils sont là, puisque ça permet de sauvegarder notre parcours qui est, je le redis, magnifique et qui est envié de tous. Juste une question par rapport à ces nuisibles. Il y a moyen d'avoir une dérogation préfectorale pour pouvoir intervenir plus En souvent? fait, oui, on le fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une battue qui est prévue, il y a une dérogation qui est faite. Et Même hors période de chasse? Oui. D'accord. Ah oui, oui. Il y en a eu cet été à 3 reprises. Donc voilà. On continue maintenant sur le point numéro 12, qui est la modification des tarifs du club, d'ailleurs de golf. Et l'association souhaite faire évoluer certains tarifs par rapport à ce qui est fait. Et comme c'est une délégation de service public, c'est obligé d'être passé au conseil municipal. Les tarifs 2026 qui sont proposés au vote ont fait parallèlement une étude tarifaire de ce qui est en cohérence par rapport aux autres. Je souligne juste que l'exemple d'un golf qui se trouve à côté de chez nous et est à 115 €, quand nous étions à 110. Donc il est proposé, et vous l'avez dans votre tablette, les différentes augmentations, que ce soit au niveau des cotisations individuelles, ménages et autres, ainsi que les droits de jeu, donc les green fees, et les certaines augmentations, je dis bien certaines, puisque quand vous regardez les chariots et les practices, il n'y a aucune modification qui a été faite à ce niveau-là, chose qui aurait pu aussi être un moyen de gain supplémentaire, mais le club a préféré rester dans une logique qui est celle de proposer du service, mais plutôt d'augmenter au niveau des cotises. Voilà, donc on est par contre là obligé de le voter, à moins que vous ayez des questions sur le sujet. Oui, monsieur le maire. Juste, on l'avait abordé en commission générale, mais du coup, sur les tarifs, donc déjà sur l'école de golf, c'est bien qu'on soit sur des tarifs qui soient très accessibles, et c'est vraiment très très bien pour les jeunes. Qu'il y ait des augmentations, bon, le golf les propose et c'est très bien. On parlait notamment des jeunes qui basculent de l'école de golf, hein, qui finissent l'école de golf et qui sont jeunes, mais qui n'ont pas les moyens d'accéder à des sommes qui sont quand même conséquentes pour des jeunes, notamment quand ils restent étudiants. Est-ce que l'association a prévu des choses pour eux? Parce qu'il n'y a peut-être pas tous les tarifs là, je ne sais pas. Il y a une cotisation spécifique jeune. Voilà, n'est pas notée parce que là-dessus. comme elle n'est pas là-dedans, mais comme l'école de golf n'a pas bougé et qu'elle est dedans, je me suis dit peut-être qu'il y a tous les tarifs, mais non. Non, il y a un truc pour les jeunes. Hein. Voilà, bon, mais très bien. En fait, c'était la question en commission générale. Mais tu l'avais posée en commission générale à laquelle j'avais répondu la même chose. Non, mais tu savais, vous deviez vérifier. Non, mais c'est moi, je voilà. le sais. Là, maintenant, c'est sûr. Voilà. Merci. Et en ce qui concerne... puisse être accessible aux jeunes. Comment? Aux jeunes qui ont été adhérents. Oui, quand on est jeune adhérent. Et en ce qui concerne l'école de golf, vous avez vu que la cotisation ne bouge pas. Donc, on va passer au vote, si vous en êtes d'accord. Donc, est-ce que vous êtes OK pour ces augmentations qui ont été proposées par rapport au golf? Qui est pour? Non, toi, tu votes pas, moi non plus. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas d'abstention, pas de contre. Très bien. Et par contre, Henri ne voteront pas parce qu'il est membre du club. On passe aux affaires générales avec la création officielle d'une réserve communale de sécurité civile. Et je vais laisser la parole à Quentin. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Je vais vous parler de la création d'une réserve communale de sécurité civile. La sécurité civile est une mission fondamentale qui nous concerne tous. La loi du 13 août 2004 le rappelle. L'État en est le garant au niveau national, mais l'échelon communal joue aussi un rôle tout aussi essentiel, notamment dans l'information et l'alerte de la population. La prévention des risques,
la gestion de crise, le soutien aux sinistrés et le retour à la normale. Pour renforcer cette mission, la loi offre la possibilité aux communes de créer une réserve communale de sécurité civile. C'est une force locale basée sur le bénévolat, placée sous l'autorité du maire et strictement complémentaire aux services de secours publics comme aux associations de sécurité civile ou humanitaires déjà existantes. Concrètement, cette réserve permettra de mobiliser rapidement des volontaires pour appuyer la commune en cas de crise, renforcer la prévention des risques et l'information de nos citoyens, s'appuyer sur les solidarités locales pour soutenir la population en cas de sinistre. Il est important de souligner que cette réserve ne se substitue pas aux pompiers, aux SAMU ou aux associations déjà existantes. Elle vient en appui dans le champ strict des compétences communales pour que nous soyons mieux préparés et plus réactifs face aux différents aléas auxquels nous devrions faire face. En adoptant aujourd'hui cette création, nous donnons les moyens d'anticiper plutôt que de subir et de faire vivre concrètement la solidarité communale. L'Assemblée est donc invitée à autoriser Monsieur le maire à procéder à la création de cette réserve. Y a-t-il des commentaires? Oui, monsieur le maire. C'est une très bonne chose de faire ça. Juste la question, c'est quels moyens on a prévu de mettre en face pour tout ça? Comment, quels moyens financiers, quel accompagnement, comment en fait vous avez compté, comment vous comptez mobiliser cette réserve citoyenne en termes de moyens? Par les bénévoles. Alors, déjà... C'est un peu plus de moyens que juste des bénévoles, normalement. Hein. Déjà, Et une réserve communale, ça demande des moyens matériels et d'animation. Je te donne juste le truc pour que tu puisses continuer de parler. Déjà, sur la partie matérielle et organisation logicielle, on a déjà investi depuis plusieurs années dans un logiciel qui permet la coordination des équipes. Et en cas, par exemple... il faut rappeler aussi qu'on a mis à jour le DICRIM durant le mandat, et donc en cas de nécessité, si on devait faire appel à cette réserve, on a déjà en tout cas en mairie le logiciel qui nous permet en fait de déployer une application à plusieurs personnes, de pouvoir communiquer avec ces personnes et de pouvoir intervenir par le biais d'une carte avec les différents points d'appui sur la commune. Oui, mais le propre d'une crise, c'est qu'on est en rideau, quoi. Donc il n'y a plus rien qui marche. Rideau, on a prévu énormément de choses ici aussi en mairie. Voilà. Oui. Puisqu'on a mais en fait, on ne sait pas du tout, on n'est pas au courant de ça. Donc, si, tu es au courant, mais c'est pas grave. Mais ça, c'est pas grave. Ce sont du coup des très bonnes questions. Non, mais c'est parce que tu n'as pas tout capté au moment où on t'en a parlé. Non, mais... Monsieur le maire, je vous demande un peu de respect. Non, mais c'est gentil, mais me prendre pour un couillon, c'est... Non, je ne me prends pas pour un couillon, mais c'est un peu de mauvaise foi. Juste un peu de respect. Non, c'est juste un peu de mauvaise foi, c'est tout. Non, il n'y a pas de mauvaise foi. Là, on mobilise une réserve citoyenne. Allez, hop, on s'en va. On a un exemple. Ça marche, la preuve. La preuve, ça marche. C'était pas prévu. Non, mais en ce qui concerne ça, on a bien entendu, tu sais, on a en bas une mallette qui est déjà prête avec le téléphone qui est prêt. Non, mais on va pouvoir. Voilà, je vais pouvoir reprendre l'explication. On a déjà anticipé beaucoup de choses là-dessus. Durant le mandat, la réserve citoyenne, c'est une chose supplémentaire qui demande des moyens. Bien sûr, mais donc c'est des choses qui est en complément de ce que l'on a déjà. Aujourd'hui, par exemple, on a pu mettre en place un groupe électrogène dédié en mairie qui n'a jamais existé. Donc ça, on pensait que c'était vraiment quelque chose, excusez-moi, de très pertinent qui était nécessaire. On a également mis en place tout un réseau de fibres noires qui nous permet en fait aujourd'hui, même en cas de coupure du réseau Internet général, de pouvoir continuer à communiquer entre les différents services de la commune. On a également rééquipé une salle blanche ici en mairie avec notre propre serveur sur lequel toute la data qui était jusqu'à présent stockée ailleurs, que ce soit des documents nécessaires en cas de crise. Aujourd'hui, on peut être fier, et on est la seule commune de Max à avoir accès à notre data en mairie, puisque l'ensemble des autres communes ont mis la data dans des data centers, dans du cloud. Et donc, du coup, quand il y a des blackouts, il n'y a accès à rien. On fait Max... via Digital Max fait face depuis le début de la semaine à une attaque des DOS qui du coup met en défaut la totalité des lignes téléphoniques. Aujourd'hui, c'est plus possible. Ça fait partie également des grandes décisions sur lesquelles on travaille depuis plusieurs mois.
de basculer la téléphonie de la commune chez l'opérateur national Orange, pour le citer, mais on a étudié toutes les autres possibilités chez tous les autres opérateurs. Ça fait également partie de toutes les choses qu'on anticipe aujourd'hui et sur lesquelles on travaille. L'application Kriska que nous utilisons déjà depuis 4 ans, pourquoi déjà l'utiliser? En fait, c'était un choix assez simple. C'est que si on doit déployer en cas de crise une application pour pouvoir communiquer avec les agents, communiquer avec la population, et que personne n'a jamais travaillé dessus, on ne sera pas réactif. On sera incapable. C'est tout l'enjeu. L'enjeu, c'est la préparation. Exactement. Et donc, en fait... Et aussi le fait de savoir que ça peut ne pas marcher. Donc, il faut aussi travailler. Donc, décidément... Il y a vraiment un gros problème sur la commune. Oui, il y a un souci là, parce que je suis en silencieux, mais ça sonne quand même. On est en train de te cambrioler. C'est possible parce que c'est l'alarme qui sonne depuis tout à l'heure. Ouais. Non, mais je ne suis pas le seul à recevoir l'alerte, donc je pense que voilà. Mais donc, en fait, c'était tout l'enjeu de cette application, en fait, qui nous permettait de la mettre... les services aujourd'hui s'en servent déjà, et donc ils sont habitués à travailler sur l'outil. Demain, en cas de crise ou de situation d'urgence, on pourra très facilement, et les agents sont déjà formés sur cette application, on pourra très facilement l'utiliser pour d'autres usages, la mettre à disposition de cette réserve, la mettre également à disposition des élus, des administrés, des associations. Voilà, c'est l'idée. Moi, je voudrais juste rajouter que, compte tenu du fait qu'on avait travaillé sur ça en amont avec l'ICRIM et le PCS, on a d'ores et déjà les éléments, je te parlais de la mallette que l'on a en bas, mais aussi on a une convention avec Intermarché si par malheur il y avait quelque chose. On a aussi acheté des lits, pas des lits de camp, mais des lits militaires, vous savez, qui auraient... Oui, pour pouvoir faire dormir les gens dans un Intermarché, au rail à l'ail. Par exemple, Intermarché... En fait, on joue notre vrai rôle sur le PCS. Enfin, c'est important. Bien sûr, mais c'est un sujet qu'on a pris très au sérieux, voire même trop. Oui. Dans cette pièce, juste ici, on a un poste roulant, je ne sais pas si vous le voyez en noir, qui nous permet en fait de transformer cette salle en PC de crise. De commandement. Avec directement relié à ce module en fait, sur onduleur, et directement relié sur le groupe électrogène en bas, un switch qui nous permet en fait de recréer un réseau local dédié à cette pièce, interne, sur lequel on est capable de brancher une connexion satellitaire Starlink qui a déjà été commandée pour la commune. Et pour rebondir sur ce que Monsieur le maire vient de dire, on a un partenariat avec le magasin Intermarché à Source qui stocke pour nous une quantité d'eau, de packs d'eau, de bouteilles d'eau en permanence. C'est 2 palettes. Donc il a un stock permanent qu'il garde en sécurité. Donc évidemment, il le renouvelle, mais il surstocke. Pour nous, c'est une sécurité également d'avoir ça sur la commune. Et après, pour faire marcher tout ça, pardon, je te redonne la parole, pour faire marcher tout ça, il y a eu un organigramme avec les agents qui ont été faits. Et bien entendu, et ce que je te disais, et ce n'était pas une boutade, il nous faut aussi des bénévoles. Donc c'est aussi important. Et c'est d'ailleurs un des points qu'on voit en fin de conseil, où on essaye de trouver des bénévoles qui pourraient nous aider en cas de crise et en cas de blackout total. Je pense qu'on a un constat de début de mandat qui était sur le PCS. On avait une vraie marge on avait une marge de progrès qui était réelle. Je pense que le travail que vous avez fait là est significatif pour moi. Il est essentiel pour la commune. C'est-à-dire que dans le cadre d'une crise, on sait qu'on a eu des tempêtes à peu près tous les 10 ans. Et là, on se retrouve, la dernière était en 2009. Il y a la préparation de la commune qui est très importante. Les packs d'eau, c'est très important, on le sait, évidemment, mais tout le reste, tout ce que vous avez développé. Donc je pense qu'on a fait un vrai progrès là-dessus, et vraiment merci. C'est important, dans le cadre du DICRIM, de bien resensibiliser les gens sur le fait qu'il y a aussi la préparation individuelle dans les foyers. On avait notamment la préparation minimum, un pack d'eau par personne, etc. On l'a diffusé. C'est important d'insister là-dessus. Il faut que les gens soient toujours prêts à ce type d'événement. Parce que ça peut nous arriver dans une région qui est quand même qui peut être très compliquée. Il y a également un autre gros sujet là-dessus, sur lequel on était fermement opposé à la fermeture et à la délocalisation de la cuisine de l'EHPAD, puisque aujourd'hui, en fait, c'est également un avantage
énorme pour notre commune, puisqu'en cas d'urgence, on sait qu'on a toujours une cuisine à taille très importante qui nous permettrait... En plus, c'est un groupe électrogène sur l'EHPAD? Oui, Oui. et un serveur important. avec la data également sécurisé sur l'établissement. Et maintenant, l'établissement est relié par le réseau de fibre noire à la mairie. Donc en fait, ça nous permet de communiquer, même s'il n'y a plus Internet extérieur, on peut quand même rester en communication avec, en réseau local. Et si la cantine générale de Max à Saint-Jour-de-Marenne n'est plus capable ou n'est plus en mesure de transporter sur les routes de la nourriture pour l'établissement, le fait d'avoir cette cuisine sur place, on a l'Intermarché à côté, on sait qu'en cas d'urgence, on est capable de cuisiner sur place. Et même si on doit loger des administrés au trinquet dans les écoles à côté, on a cette cuisine qui permet également de faire à manger en cas d'urgence pour nos administrés. Donc ça fait également partie des gros enjeux sur lesquels on nous a souvent interrogés sur le coût du prix du plateau repas pour les habitants de l'établissement, de l'EHPAD. Aujourd'hui, il faut aussi garder en tête que cette cuisine, je pense qu'il est important de la garder en service, non pas que pour la qualité de l'alimentation à l'EHPAD, mais également pour tous les avantages qu'elle peut nous apporter. Pour intervenir, c'était une volonté qu'on a toujours eue, déjà depuis 2014, effectivement. À l'époque, Max nous demandait de mutualiser, on avait toujours refusé. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on faisait du frais. 2, nous avions des ateliers d'animation pour les résidents, donc ça c'était très important. Et 3, nous avions cette indépendance. Et même au niveau du prix, on se débrouillait en ayant une production plus faible que les milliers de repas effectivement que propose Max. Nous avions un prix bien plus intéressant. Donc ça c'est un point. Deuxièmement, rappelez-vous quand même au niveau du confinement, quand il dit que ça n'a jamais existé, nous avions, et nous avons encore, mais il faudra certainement la remettre à jour, une liste de plus d'une 50aine de personnes qui faisaient partie de cette réserve déjà. Je le répète, en 2019, 2020, nous en avons eu besoin quand nous avons eu trinqué effectivement le centre médical avancé et que nous avons fait la distribution des masques. Ce sont ces 50 personnes civiles qui étaient effectivement sur les listes et qui étaient déjà volontaires depuis belle lurette. Donc, mais c'est juste pour ça, en fait, c'est juste pour ça que le point numéro 13 s'appelle création officielle. D'accord, voilà. C'est juste, en fait, on officialise. Là, c'était pas officiel. Qui existe, ouais. Exactement. Donc, il faut qu'on l'officialise, c'est ça. Voilà. Et après, derrière, la dernière délibération en RH. C'est important de le dire, parce que quand je t'entends dire, Quentin, effectivement, que ça n'existait pas avant, on a des bénévoles sur la commune, beaucoup. Cette réserve on a d'ailleurs cette chance. On a une chance, réserve existe. on a une chance énorme sur notre commune. 50 personnes sont là. De par le CCAS également. Il faut la remettre à jour, bien sûr. Oui, parce que sur différents événements ou autres, on a le CCAS qui fait un travail formidable. Je remercie d'ailleurs toutes nos bénévoles et tous nos bénévoles du CCAS qui sont capables parfois de passer des semaines entières à téléphoner à nos administrés pour faire passer des messages, ils prennent le temps. Et donc aujourd'hui, je suis persuadé que la création de cette réserve, on la fait pas dans le vide, elle va vraiment servir. Et en plus de ça, voilà, on officialise et on va avoir des personnes qui vont être intéressées pour la rejoindre. Bien, on peut passer au vote, sauf s'il y a quelqu'un qui souhaite... Très bien. Bon, donc, qui est pour cette création officialisation? Très bien. On passe au point numéro 14, qui est la sollicitation de la prolongation des concessions des plages naturelles. Alors ça, c'est un sujet important pour la commune, car vous savez que ça fait partie, entre autres, de l'offre que nous proposons, et cela depuis des années. On a fait, ça c'est quelque chose qui est important pour nos visiteurs, mais même aussi pour nous, pour qu'ils soient aussi, qu'ils profitent pleinement de nos plages. Il a été fait un décret en 2019 qui n'a pas été mis en application à cause du Covid, mais du coup, l'État est revenu vers nous il y a quelque temps pour nous interdire l'exploitation des cabanes qui se trouvaient sur le littoral. Après plusieurs discussions et plusieurs rencontres, il a été convenu avec l'État, puisque moi j'avais rencontré les représentants de l'État, le conseiller d'Elisabeth Borne et celui du président de la République, avec le député, le président de la Fédération française de surf, ainsi que mon homologue de Seignos. On était arrivé à les convaincre que les cabanes qui étaient liées au surf
était aussi importante. Et donc, ils ont considéré que c'était des sentinelles face aux dangers de l'océan. Et donc, ils nous ont donné l'accord de les laisser sur place. Quid des deux grosses cabanes, enfin il y en a 3, mais quid des 2 grosses cabanes qui se trouvent sur le littoral, qui ont une réglementation autre, qui est la restauration. Le décret de 2019 dit qu'en fait la restauration sur cet espace-là est interdit, ou s'il avait autorisation, c'est surtout plutôt sur des plages qui sont des plages de ville. Et en tout, il fallait aussi que l'entrée et l'accès à la plage soient de façon importante, puisqu'en fait, ils prenaient état des plages du sud-est, type Montpellier entre autres, enfin à côté de Montpellier, et quand vous arriviez sur un nombre important de matelas, et la partie, on va dire, plage classique était toute petite. En ce qui nous concerne, on est complètement différents. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que nos 2 cabanes représentent à peine 0,18%, je dis bien 0,18%, de notre espace de plage. Et qui sont en plus reliés à l'électricité, l'eau et l'assainissement. Et qui sont enlevés chaque année. Et vous voyez, si vous avez l'occasion de vous balader l'hiver, vous ne faites pas du tout état de cet endroit-là, sauf si vous le savez. Il y a juste quelques sorties qui sont encore présentes pour pouvoir les remettre en place la saison d'après. Donc, l'idée, c'était de voir si on pouvait obtenir l'autorisation pour pouvoir les exploiter de façon importante. On a rencontré à l'époque Madame la préfète le 27 février 2024, et on avait fait un grand pas avec elle puisqu'elle nous avait accordé son appui pour trouver une solution par rapport à cela. En relation avec les services de Max, qui travaillent sur le contour des espaces, nous devrions, et le préfet actuel qui est actuellement en poste, est du même avis, trouver la solution qui va pérenniser et qui amènerait un accord sur 12 ans. Mais pour cela, on a encore besoin de temps. Et donc, on va demander auprès de la préfecture 3 ans supplémentaires pour que les équipes puissent travailler là-dessus, que ce soit les équipes de la mairie, mais aussi les équipes de Max, pour travailler sur le sujet et mettre en place les dispositions nécessaires pour pouvoir garder cette exploitation-là. Donc, je vous demande juste de m'autoriser à faire une demande officielle auprès de la préfecture, qui est sur le principe d'accord de nous prolonger de 3 ans, pour qu'on ait le temps nécessaire pour la mise en place de cette autorisation qui pourra être pérennisée sur les 12 prochaines années. Est-ce que vous avez des questions sur le sujet? Bien. Eh bien, on va passer au vote. Donc, qui est pour? Je vous remercie. On va passer au point numéro 15, qui est la signature d'une convention avec le département dans le cadre du partenariat Hors les Murs pour l'exposition Absolument Céramique. Et je laisse la parole à Céline Ludardelli. Alors, à l'occasion de l'exposition événement Absolument Céramique créée par le musée départemental de la faïence et des arts de la table à Saint-Madé, le département des Landes, via le service de la conservation des musées et du patrimoine, propose de programmer durant l'année 2025 un cycle d'animation dans le cadre du dispositif Connaissances partagées du patrimoine. Donc, en complément des conférences proposées cette année sur le site du musée de la faïence et des arts de la table à Saint-Madé, des animations seront organisées à Mont-de-Marsan, Brocas, Sorthe-Segor, Lynx et Dax. Donc, la présente convention a pour objet de formaliser le partenariat entre le département et la commune pour les visites conférences organisées dans le cadre du cycle Hors les Murs 1925-2025 sur les traces de l'art déco dans les Landes. Donc, pour ce qui est de nous, donc de Sorthe-Segor, donc ça sera la journée du 18 octobre. Il y a 2 visites guidées à 10h30 et à 14h30 qui seront sur le thème de Hossegor Cité Parc au temps de l'art déco. Et c'est les architectes du CAUE 40 qui feront cette visite. Les places seront limitées, donc la réservation sera faite auprès de l'Office du tourisme. Il va y avoir toute une communication et par l'Office et par la mairie et par le département aussi qui est fait. Et il y aura une conférence qui sera ici même dans cette salle
à 16h30 sur le thème Hossegor dans l'histoire de l'architecture française, qui sera animé par Claude Laroche, donc historien de l'architecture et chercheur honoraire de l'inventaire général du patrimoine culturel. Et ça sera l'entretien sera animé par Franck Delambre, qui est également historien de l'architecture. Du coup, l'Assemblée délibérante est invitée à autoriser Monsieur le maire à signer cette convention de partenariat en fait avec le département. Tu veux me demander quelque chose? Oui, c'est très intéressant que nous puissions avoir cette manifestation. La question que je me pose, c'est est-ce que la date nous a été imposée? Oui. Ah oui. Enfin, oui, parce que c'est les architectes en fait du CAUE qui organisent ces visites. Donc, c'est eux qui, suivant leur disponibilité, c'est du bénévolat qu'ils font. Donc, c'est oui. Oui. Je regrette, mais je l'ai déjà dit en commission, qu'on n'ait pas pu avoir ce genre de manifestation pour les journées du patrimoine, puisque pour les journées du patrimoine, je crois que nous n'avons rien eu sur la commune. C'est dommage parce que c'était tout à fait en relation avec ce qu'on aurait pu imaginer. Mais on n'est pas décisionnaire sur cet événement-là et ce partenariat-là, c'est complètement dirigé par le département. Merci. Bien, on va voter. Donc, qui est pour? Ok, merci. Point numéro 16, qui est la signature d'une convention pour le recours au bénévolat. Donc, on reprend ce dont on parlait tout à l'heure avec Henri. Donc, dans le cadre de la continuité, alors entre autres du verger qui est partagé, de la mise en place de la réserve communale de sécurité, qui est au service de la population, des biens et de l'environnement. Donc, on envisage de faire appel à des bénévoles et assurer le bon fonctionnement du service, notamment afin d'en assurer les missions spéciales comme la participation donc, aux travaux de jardinage, de taille des arbres et des végétaux que nous avons dans les barthes, ainsi que la cueillette des fruits de verger, l'intervention en cas de crise, donc là on reprend ce qui a été dit précédemment, sur les tempêtes, inondations, assistance des élus référents de quartier, entre autres, accueil des sinistrés dans le centre d'accueil dédié, assistance au service social et participation au nettoyage des rues et des habitations en cas de crise. Donc, juste l'établissement d'une convention est nécessaire dans ce cadre-là pour avoir un recours au bénévolat. Donc, il est proposé donc, à l'Assemblée délibérante d'approuver ce recours au bénévolat. Par rapport à cela, est-ce que vous avez des remarques, des questions? Et on va passer au vote. Donc, qui est pour? Très bien. Bien, décision du maire. Est-ce que vous avez des questions sur les décisions qui ont été apportées, amenées? Oui. Comment? La décision, tu as dit combien? Avec le micro, c'est mieux. La 60, il y en a deux. Alors, je ne sais pas pourquoi elles ne sont pas côte à côte. C'est pour la ferme de Biel. On en a parlé tout à l'heure pour les travaux. Enfin, j'imagine. Oui. Il y a 3 240 € supplémentaires qui ont été affectés par rapport à la... traitement des bois. Voilà. Alors, la première question, parce que j'étais presque sûre de l'avoir lu, mais je ne le retrouve pas dans les documents. Ces travaux, est-ce qu'on sait quand ils vont être mis en œuvre? Là? C'est ça. Actuellement, c'est... Ah, ils sont en train? Oui, là, ils ont commencé. Là, c'est en train de débuter. Ça va débuter. D'accord. Et question réglementaire, est-ce qu'on a déposé une DP? Ah non. Oui, bon, c'est pas très grave, on va la faire. Bon, non, mais... Non, pas déposer de DP, non. Alors, parce que ce sont des travaux intérieurs. Hein. C'est pas des travaux extérieurs. Certes. C'est pour sauver les poutres. Puisque je sais pourquoi. Comment? Bien sûr, mais c'est nécessaire. Oui. En fait, on injecte... il y a une partie qui est injectée et c'est tout à l'intérieur. Voilà. Non, mais je dis ça par rapport à nos concitoyens. Il faut qu'on soit exemplaire. Et quand on regarde le détail, si on prend l'exemple, par exemple, du curage des enduits... Quand j'ai pas entendu. Du curage des enduits, oui. Par exemple, il faut une DP. Oui, d'accord, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Hein. Donc, on a le temps de la faire, la DP. Ça ne change rien. Non, mais les enduits intérieurs, ça change. En plus, il y a deux volets. Il y a le fait d'être irréprochable et le fait que ce soit un bâtiment plus que patrimonial vis-à-vis de l'architecte des bâtiments de France, etc. Et quand j'ai regardé le détail, et il me semblait bien, moi j'avais début octobre en tête, mais si ça a démarré, c'est encore pire. Non, ce que l'on est en train de mettre en œuvre, c'est comme ça. Administrativement, ça nécessite le dépôt d'autorisation d'urbanisme. Très bien, on va le faire. Merci.
Est-ce que vous avez d'autres remarques? Oui, oui, Lionel. Juste une remarque sur la décision sur le marché de travaux, la rénovation de la plage blanche. On en a parlé avant le Conseil. Sur la, ah oui, sur la première. Voilà, la première décision, en fait. Deux questions, enfin, deux remarques. La première, c'est sur ce type de travaux, si je crois bien qu'ils ont été faits juste avant la saison, et alors que le commerce qui exploite la plage blanche était ouverte, je pense que c'est important à l'avenir faire en sorte au niveau des services que tous ces travaux-là soient faits hors exploitation. C'est-à-dire que c'est dommage de faire des travaux sur la plage alors que le commerce ouvre, juste au moment où il ouvre, et on se retrouve avec des perturbations pour le commerce que nous-mêmes nous mettons en place. C'est-à-dire qu'on a mis en place ce commerce à cet endroit, et alors qu'il ouvre, il se retrouve avec les travaux qui démarrent. Donc ça, ce qu'il faudrait, c'est un minimum d'anticipation pour faire les travaux au moment où la période, c'est-à-dire que là, il faudrait quasiment qu'on attaque, ils vont fermer dans quelques jours, qu'on commence peut-être à attaquer les travaux pour la saison suivante. Je trouve que ça, c'est déjà dommage de ne pas l'anticiper au niveau des services. Et la deuxième, c'est que cette décision-là, elle était faite pourquoi, du coup? Parce qu'il y avait une décision préalable qui était pour valider les montants des travaux, et là, il y a une décision qui est de dire on redécide de quelque chose. Ça a été le choix de l'ensemble des... Oui, mais enfin, la décision date du 19 juin. Les travaux étaient faits. Comment? Ah non, les travaux, ils commençaient à ce moment-là, puisque tu l'as le 19 juin. Ah, il y a une grande partie. Peut-être ça commençait avant le 19 le démarrage des travaux. Alors, il y avait quelque chose avant. Il y avait une décision en février, si j'ai bien vu. Non, il y a une décision en février sur l'ensemble des travaux, mais pas sur celui-là proprement dit. Après, on a fait les appels d'offres, et tu as le nom de toutes ces entreprises, avec les montants, et derrière, tu as le choix de ces entreprises. Abroge la décision du maire de février, il y a marqué. D'accord, donc celle-ci... Donc, en février, il y a bien une décision qui a été prise de faire. Mais qui n'était pas avec ces fournisseurs-là. D'accord, et donc là, il y a eu un appel. Les travaux n'ont pas commencé avant le 19 juin. Comment? Ils ont commencé en avril. Non, non. En mai. Ah non, mais non. Non, en fait, c'est là, et là, la problématique que tu soulèves est assez intéressante, puisque ça a démarré, non pas par ce côté-là, ça a démarré par la plage du parc. Ensuite, ça a démarré en face par la plage des Chênes-Nièges et l'Oreille, et ensuite de l'autre côté. Et en fait, c'est parce qu'on n'avait pas tous les fournisseurs, et en plus, on a eu énormément de soucis sur cette partie-là. C'est fait que ça a démarré beaucoup plus tard. Mais c'est dommage, on aurait dû le repousser après. Et j'entends ce que tu dis. Oui, non, sauf qu'on avait les crédits de l'État qui arrivaient à ce moment-là. C'est toujours pareil. On avait ils auraient pu, enfin, je pense qu'ils auraient pu attendre. En tout cas, le 19 juin pour commencer les travaux, c'est compliqué. Oui. Je ne veux pas dire, mais pour une exploitation que nous-mêmes on ouvre, quoi. Et en plus, à qui on fait payer des droits. Donc, effectivement, il y a une demande de la part du locataire d'avoir une remise là-dessus. Je pense qu'elle est légitime. On va l'étudier. Je sais que vous avez prévu qu'on l'aborde ensemble. Mais, on l'a vu tout à mais l'heure. là, il faudrait à l'avenir quand même qu'on anticipe ce genre de travaux, quoi. Comment? Il faudrait qu'on anticipe ce genre de travaux pour les pas travaux que ça gêne. Non, mais les travaux ont été anticipés, Lionel, puisqu'on a commencé par... Oui, mais je vois bien que... Non, mais les travaux ont été anticipés. C'est autour du lac. Il y a plusieurs places qui ont été faites. Celle-ci, bien entendu, a été faite à la fin. Et malheureusement, on peut ne pas se réjouir de ce qui a été fait à ce moment-là, compte tenu de ce que tu viens d'évoquer. Bien entendu. Donc, vous avez d'autres questions? Sinon, notre conseil est fini. Je vous donne rendez-vous dans quelques mois, le 14 novembre à 19 h. On aura à débattre de l'orientation budgétaire pour 2026, pour un vote du budget qui sera fait en décembre, le 19 décembre. Par ailleurs, n'oubliez pas que ce week-end, on a un événement de surf avec le Quick Festival et de nombreux champions qui vont s'affronter ce week-end. Et vous avez des soirées qui sont actuellement en place aux Places des Landais ce soir et demain soir. Voilà. D'ici là, on vous souhaite une bonne soirée et je vous remercie.